pourquoi il n'y a pas un mouvement de droite qui émerge pour remplacer quelqu'un comme Éric Duhem qui refuse de répondre à la question. Je pense que je vais voter oui, mais je pense que par respect de moi-même, je pense que je militerai ni dans le camp du oui ni dans le camp du non. Je vais comme rester de mon côté. Il y a beaucoup de gens que je connais dans mon entourage récemment, puis dans les dernières années, qui avaient leur carte de membre du Parti conservateur du Québec, qui étaient d'accord avec Éric Duhem sur certaines idées de droite économique, qui étaient d'accord avec sa critique aussi des mesures sanitaires, puis tout ça, puis qui là reviennent au Parti québécois parce qu'ils disent là, il y a un momentum pour l'indépendance. Il y a quand même eu beaucoup d'années Harper dans ce que je t'ai donné depuis 2005. Puis malgré tout, le Québec est quand même beaucoup plus performant en termes d'avoir des budgets équilibrés avec malgré ce qu'on a présentement. Avec tout. Ouais. Je comprends. Mais encore là, mets-toi à notre place. Quand on me dit le Canada est un contre-pouvoir à ce que les Québécois peuvent faire, moi, là, pour moi, je comprends, si t'es un Canadien, ça sonne pas de même. C'est une méchante insulte. Pour moi, ça sonne, j'ai besoin d'un étranger pour me dire qu'est-ce que j'ai le droit ou pas de faire. Je peux pas l'accepter comme argument. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Alors, salut, on est avec Joey Aubé, ça va bien? Yes, number one, merci de l'invitation. Bien, merci beaucoup à toi d'avoir accepté justement notre invitation. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu participes au podcast Yann et Frank. Tu t'impliques également au Parti conservateur du Québec. Donc, tu es un gars de droite plutôt économique, on pourrait dire. Donc, on est très content de te recevoir. Tu es notre premier invité de droite économique. On a reçu évidemment des gens de gauche, des gens plus à droite. On a reçu des gens de centre. On a reçu des péquistes, des solidaires... des bloquistes. Je pense qu'on a reçu... Quelques ex-caquistes aussi. Quelques ex-caquistes, voilà. Fait que là, on élargit encore de plus en plus, puis on va recevoir également dans cette dynamique-là des gens de toutes les tendances politiques. Puis toi, tu es donc un indépendantiste, de ce que j'ai compris. Oui, indépendantiste, parce que tu sais, l'idée même d'indépendance du Québec, je me suis dit, étant un gars de droite qui, sa valeur primordiale est la liberté, disons, c'est quoi la forme la plus pure de liberté que l'autodétermination d'un peuple, par définition, tu sais. Mais pour vrai, je peux pas vous dire exactement le moment aussi que j'ai devenu indépendantiste. Je sais que c'est genre entre 2013 et 2015, je peux pas vous dire nécessairement quand, parce que j'ai fait beaucoup c'est l'étude du Québec généralement, la fameuse chaîne Québec sur YouTube qu'on aime tellement. Là. À force d'écouter ça à côté, bien évidemment, des trucs comme la série Duplessis, puis des affaires comme ça, j'étais un peu quétaine, mais on a tous passé par là, bien évidemment. Mais c'est ça, puis je peux pas vous dire une date précise, mais à un moment donné, en fait, c'est pas que j'étais pas contre l'indépendance, j'étais juste indifférent. Avant, j'étais pas, tu sais, moi, autant que je viens d'une famille que mes parents, qui avaient, dans vingtaine, quand il y a eu le référendum de 95, j'avais jamais demandé à mes grands-parents, mais je sais que mes parents avaient voté non, les deux. Mais pourtant, c'était... Tu sais, mes parents, c'est pas des amoureux de la reine d'Angleterre puis des Rocheuses, là. Tu sais, on n'était pas des... C'est ça, là, on trippait pas à ce point-là sur Jean Chrétien ou quoi que ce soit. C'est ce que c'est ça. C'est vraiment de l'incertitude, puis un manque de questions, puis tout ça. Puis moi, la question, je voyais le discours péquiste, tu sais, j'étais jeune, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Étrangement, c'était en 2006 à l'élection fédérale de Stephen Harper. Ça n'a pas rapport que c'était le fédéral, c'est juste que c'était comme la guéguerre. Je commençais à écouter la télévision, puis ça avait l'air quasiment d'une partie du jeu de risque, un peu. Là, on voyait la carte électorale, puis tout ça, tu sais. Puis mon père était assez cru des fois, parce que lui, il voulait qu'Harper rentre, bien évidemment, puis il disait « Paul Martin nous a fourré je sais pas combien de millions de dollars », puis c'est ça. Moi, je comprenais rien, mais je trippais juste là-dessus. Fait qu'au fil du temps, les autres élections aussi, c'est ça, André Boisclair, la fin de la DQ, puis tout ça, puis la vague orange de Jack Layton, que je resté à quasiment 2h du matin en plein jour de semaine, alors que j'étais au secondaire pour écouter le discours de victoire, là, tout ça. T'sais. Autant que j'étais pas un néo-démocrate, mais juste le trip, tu sais, puis M. Jack Layton, donc on est loin du néo-démocrate d'aujourd'hui, bien évidemment. Non, c'est ça. C'est comme l'intérêt vers la politique a comme amené à ça. Puis à un moment donné, j'ai vraiment poussé la question. Puis j'ai vu, justement, je savais un peu, mais tu sais, l'histoire du Québec, ce qui nous a amené ici, bien évidemment, puis notre côté vraiment très distinct par rapport au reste du Canada, non pas que j'haïs les Canadiens, au contraire, même je pense que certains aspects, c'est ça, donc certaines provinces de l'Ouest, donc je pense qu'on pourrait s'en inspirer, en tout cas pour un gars de droite économique comme moi, mais je me suis toujours senti plus québécois que canadien en général, sans aucune haine. Ah, les méchants Anglais, non, je parle anglais moi et tout, je suis bilingue, j'ai appris sur le tas comme bien du monde, puis c'est ça, je les vois pas avec aucune animosité à ce niveau-là. Oui, tout à fait. On va revenir d'ailleurs sur les mais continuons sur ton parcours. Donc, tu t'es impliqué par la suite à la Coalition Avenir Québec? Oui, ça a été long parce que moi, j'étais... Vous êtes en tout cas,
vous connaissez le militantisme politique un peu. Il y en a qui commencent vraiment de bonne heure. Là. Des fois, c'était à 15, 16 ans. Moi, j'ai commencé, j'avais 24. Là. J'étais arrivé tard quand même. Pour vrai, c'est parce que moi, je me suis dit, si j'embarque dans une formation politique, il faut que tu viennes me chercher à genre 85-90% dans les idées. Là. Moi, je suis pas du genre à mettre de l'eau dans mon vin. Là. Ben, tu sais, je suis capable, mais pas de quoi d'ultra essentiel. Tu sais, quand c'est genre rendu du 50-50 ou du 60-40, Ouais, ça vaut pas la peine. c'est plus tough. Fait que c'est pour ça qu'avec les libéraux de l'époque, même le Parti québécois, j'étais comme... Ça m'intéressait pas tant que ça. Puis moi, j'ai commencé à découvrir l'univers radiophonique plus de Québec. Puis ma première pensée à savoir qui j'étais politiquement parlant, c'était en 2011, parce que moi, j'étais un méchant décrocheur scolaire. J'ai décroché en début de secondaire 5 en 2011. Puis mon père était laitier pour Natrel, distributeur pendant des années de temps. Puis j'ai travaillé 3 ans avec. Fait que, entre les clients sur la run de lait, qu'est-ce qu'on écoutait dans le pick-up? On écoutait la radio de Québec. Fait que j'ai fait ça pendant 3 ans et quelques. Excuse? Parce que moi, je suis de Montmagny, dans le Chaudière-Appalaches. Fait que Ma blonde, elle vient de là. Oh! Ah ouais, on a beaucoup de talents qui viennent de là quand même. Xavier Dolan vient de là. Ah oui, OK. Oui, la famille de sa mère, surtout. Okay. C'est drôle parce qu'ils disent Dolan dans l'espace public, mais dans notre bout de Montmagny, on dit les Dolan. C'est assez spécial. Mon père me dit ça. Ah oui, c'est la famille Dolan. Ah, ouais, mais pour venir au point, c'est ça. Au fil du temps, puis je ne vais pas me tromper de ta question, parce que des fois, je parle un peu trop. Oui, c'est ça, je te demande. C'est ça, la CAQ, c'est ça. La CAQ, c'est que quand j'ai voulu vraiment dire, OK, j'ai le goût de vraiment d'embarquer, puis à l'époque, bien évidemment, le changement de logo qui cassait l'éternel valse PQ, PLQ, puis à l'époque... Puis on s'entend que c'est plus du tout la CAQ qui est aujourd'hui. Là, à l'époque, tu avais Legault, Bonnardel, puis Caille qui cognait à la porte de Choix Radio X quasiment toutes les semaines pour une entrevue. Là, ils nous séduisaient comme c'est pas possible. Puis en tout cas, les idées et les valeurs étaient pas mal plus que ce que je suis aujourd'hui, puis qu'ils sont plus vraiment. Puis quand je voyais ça, je me disais, OK, le plus qui a l'air à me ressembler, ça a l'air à être ça. Fait que je vais embarquer là-dedans. Puis avant tout, j'avais consulté un de mes premiers mentors politiques qui est décédé il y a à peu près quelques mois de ça, s'appelle Gilbert Normand. C'est l'ancien maire de Montmagny qui avait gagné le maire de l'année à l'époque, imagine-toi donc. C'était un médecin de formation, ancien secrétaire d'État puis député sous Jean Chrétien. C'était un libéral, mais c'est ça. C'était un gars vraiment, vraiment terre à terre, puis tout ça. Puis c'est lui que j'avais été voir, puis c'était un des amis de mon père, fait que c'est là que la relation se venait. Puis il m'a dit, Joey, si tu veux changer à Ruche, il faut que tu rentres dans Ruche. T'as pas le choix. Fait que je dis, OK. Fait que là, j'ai rejoint la Coalition Avenir Québec juste après leur victoire, en fait, en 2018. Okay. Puis j'ai quitté, c'est ça, sur certaines circonstances, en février 2021, au cours de la pandémie. Tu étais d'accord à 85% avec la CAQ 2018. 2018, mais à partir de 2019, ça a fait un pas mal. J'étais là au Congrès à Montréal en 2019, où c'est que c'est ça, le côté plus environnemental a pris le dessus, puis tranquillement mais sûrement, les vieilles habitudes sont revenues au grand pas. Un recentrage. Ouais, c'est ça. Retour de nos idoles, retour aux bonnes vieilles affaires. Parce que souvent, c'est ça. Je texte ça aujourd'hui, puis je me dis... Tu sais, la joke, c'est justement que c'est une coalition d'anciens péquistes et d'anciens libérales, mais j'ai l'impression qu'ils ont pris le mauvais côté des deux bords. Tu sais, ils sont aussi centralisateurs que le PQ, ils sont aussi corrompus que les libéraux. Ça va pas bien. J'ai l'impression que c'est ça. Mais c'est ça, pour différentes raisons aussi. Puis c'était beaucoup à l'interne aussi. En 2021, j'ai décidé de quitter. Mais à l'époque, c'est ça qui me représentait. Puis c'était vraiment ma première expérience politique comme militant. Puis j'ai croisé quelques monde là-dedans qui était quand même du bon monde. C'était pas tous des parvenus ou quoi que ce soit, mais il y avait beaucoup de gens, bien évidemment, que c'est ça. Ils voyaient davantage leur militantisme comme une potentialité d'avoir nécessairement un job. Puis c'était pas le cas de tout le monde, je tiens à le préciser. Mais au fil du temps, puis aussi, très de bonne heure, on a commencé à me dire que Joey, fais attention à ce que tu dis. Je me demandais tout le temps, mais qu'est-ce que j'ai dit? Ah, mais tu sais, certaines affaires. Puis c'était tout le temps très flou, tu sais. Parce que moi, comme vous voyez voir, j'ai une grande gueule, mais je parle toujours poliment aux gens. Tu sais, même les gens qui sont pas d'accord avec moi du tout, j'aime ça débattre, j'aime ça. Tu sais, j'en vais jamais chier personne ou genre de manière personnelle. Tu sais, la preuve, c'est que t'es là aujourd'hui. Ben oui, absolument. Puis c'est ça. Puis moi, j'étais très respectueux. Puis à un moment donné, c'est arrivé souvent, surtout de certains officiers de l'exécutif de la jeunesse caquiste me disaient ça. Qu'est-ce que je dis? Fait que là, j'avais pris 3-4 de mes chumés qui n'étaient pas de l'exécutif, mais qui faisaient partie de la jeunesse caquiste. J'ai mis dans un coin. Ils disaient, là, les boys, là, soyez francs avec moi. Je m'exprime-tu mal? Je suis de quoi? C'est-tu moi qui viens de quoi de ma région, que je sais pas, je dis de quoi, ou des fois, je suis comme indiscret, ou quoi que ce soit. Il dit, non, Joey, écoute, t'es bien franc sur tes idées, puis des fois, comme on dit, t'es pas, tu tournes pas Saint-Dicenne nécessairement, mais écoute, t'es franc, puis t'es respectueux, puis tout. OK.
Fait que, à un moment donné, c'est ça. J'ai comme compris que c'était plus que si tu parlais pas ou disais pas, tu sais pas une certaine ligne invisible, ben, tu risques d'être mis de côté un peu tranquillement, au moins de manière non officielle. Ils ne diront jamais. C'est ça. Est-ce que tes idées divergeaient de la ligne nationale? Ben, c'est ça. Ben, tu sais, il y a certaines. C'est drôle parce qu'un des députés de l'époque de la CAQ qui m'avait beaucoup aidé puis que j'avais beaucoup apprécié, c'était Sylvain Lévesque de Chauveau. C'était parce que j'en écoutais plein d'autres de la région de Québec, puis je lui demandais, vous pensez quoi de cette affaire, telle affaire, puis c'est tout le temps genre, moi je pense comme mon chef, blablabla, je pense, la cassette qui repart. Mais Sylvain, en tout cas, ça a changé aujourd'hui, à moins que, c'est ça, dans les discours que j'ai entendus, ça fait des années que j'y ai pas parlé, mais à l'époque, lui, il était vraiment du genre à dire ce qu'il pensait, puis même si c'était pas la ligne officielle, il le disait, puis je trouvais l'honnêteté, puis sa franchise, je respectais beaucoup ça. Mais le fait que, c'est ça, on dirait que c'est bizarre parce que, tu sais, le même parti. Parce que c'est sûr que ces gens-là, la majorité des jeunes de la CAQ, ils ont fait la guerre ensemble. Il y en a qui étaient depuis le début, depuis 2012, puis ils ont rushé, ils ont fait l'opposition, deuxième opposition, puis ils sont devenus au pouvoir par après. T'sais, moi, je suis comme arrivé après la guerre. C'est sûr que j'étais un peu awkward, là, c'est normal qu'on n'a pas les mêmes relations que ceux qu'on a été au combat politique avec. Mais même à ça, je me dis, crème, ces gens-là ont quand même milité pour les idées que je prône. Pourquoi tout d'un coup, ils me regardent tout croche, là? Tu sais quoi, là? En tout cas, une partie d'entre eux, encore là, je précise. Puis c'est ça, ça a comme fini que je me dis, coulon, c'est-tu une idéologie qui switch au gré du vent, tout dépendant des sondages? C'est-tu uniquement. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est-tu juste, c'est ça. Ben, c'est ça que j'ai compris, en bout de ligne, le caquisme, c'est que c'était principalement, même s'il y avait certaines personnes de bonne foi, c'était principalement, comme on dit en anglais, de power for power's sake. Là, même si c'est complètement contradictoire, on propose une affaire, on propose l'inverse 6 mois plus tard, puis c'est pas grave, puis finalement nos idées, on est nationalistes, en tout cas. C'est ça qui les coule au final. En ce moment, là, oui, je pense que ce changement de direction-là, ce changement de cap aussi fréquent, ça mêle le monde, puis on n'a pas l'impression que le Québec avance. On a l'impression que ça avance, recule, un coup de volant à gauche, un coup de volant à droite, puis ça avance, ça recule. Absolument. On n'a pas de direction, puis on n'est pas capable de les suivre, ces gens-là. Absolument. Puis c'est ça qui les a brûlés. Ils n'ont qu'eux-mêmes à blâmer, absolument. T'sais, autant qu'on peut traiter là, du côté unfair des médias, mais avant la remontée du PQ, certains médias traditionnels que je nommerais pas étaient beaucoup derrière la CAQ, là, à plusieurs reprises, surtout durant la pandémie. Mais je pense que c'est ça, la période pandémique versus la période avant ou après, c'était pas du tout la même chose. Fait que, l'opinion publique, en général, était favorable à la CAQ. Oui, mais c'est surtout en cas de crise. Ils ont eu c'est un gros ça. mandat pour faire des gros gains. Continuons. On en est là aujourd'hui à 17 % dans les intentions de vote. Non, puis j'ai hâte de voir ce qui va se produire parce que c'est sachant que c'est le parti, tout ce qui tient tout ce monde-là entre des Jolin Barrette, des Bernard Drinville qui sont plus bleus versus des Sonia Lebel, des Guilbeault ou Marie Dubé ne se représentera pas, mais qui sont plus fédéralistes, tout ce qui tient ça ensemble, c'est François Legault. Ah ouais. Fait que rendu là, à seconde, oui aussi. Fait que rendu là, ça va dessus comme ça va venir à un nid de vipère, ça va tout se manger entre eux autres, puis le parti va mourir de sa belle mort, c'est peut-être possible. Entre autres, c'est ce que les agrégats de sondage nous disent, qu'ils peuvent peut-être tomber même jusqu'à 0. En tout cas, plus partisanement parlant, moi, je suis très content parce que l'axe droite, disons, est assez libéré pour un autre parti pour lequel je milite aujourd'hui. Mais non, c'est ça. Ils n'auront qu'eux-mêmes à blâmer là-dessus. Ça montre à quel point... reste à voir ce qui va se produire, en tout cas. En tout cas, ce phénomène-là de petites cliques, on dit à nos militants de pas trop parler, de suivre la ligne de parti. T'es pas le premier ex-caquiste qui me le dit. Je vais pas révéler des noms, mais il y a des gens qui m'écrivent des fois pour me dire à quel point la culture à l'interne, même jusqu'à récemment, là, c'est assez dictatorial à la CAQ. Tu fermes ta gueule, tu votes comme que le chef te dit. Puis ils sont pas nombreux. C'est la plus petite des ailes jeunesse. Si on compte pas le PCQ, parce que le PCQ n'a pas d'aile jeunesse. Mais c'est ça. Puis surtout que vu que c'est un nombre plus restreint, puis, justement, c'est drôle parce que mon ancien président, c'était justement Kevin Brassard, celui qui s'était présenté pour Arthabasca l'érable, c'était mon ancien président. Fait que c'est ça, ça montre un peu que c'est bien beau en surface, puis je pense qu'il y avait quand même certaines personnes qui y croyaient vraiment, même peut-être comme moi, je suis peut-être coupable. Mais c'est ça, on voit clairement que c'était... Comme on dit en bon québécois, c'était beaucoup attaché avec de la broche. C'était beaucoup patchwork, beaucoup. Donc là, tu rejoins la CAQ en 2018, comme tu l'as dit. À ce moment-là, est-ce que tu es indépendantiste? Mon Dieu! Je sais pas, pour vrai. En fait, c'est bizarre, mais je pense que oui. Mais c'était comme l'époque, parce que même, je me rappelle, Bob Côté avait un peu le même message à l'époque, dans le sens que on essaye la CAQ en un genre d'entre-deux, mais avec la loi 21, va arriver les tribunaux, puis là, François Legault va redécouvrir son péquiste intérieur, si on peut dire, puis l'indépendance va se faire, puis la CAQ va embarquer. À la limite, il va y avoir 2-3 chialeux qui vont partir comme Fitzgibbon, tout ça. Mais c'était comme un peu c'était comme un peu l'espoir, si on peut dire. Ouais. Autant que c'était pas la raison principale pourquoi j'ai rejoint la CAQ. Moi, je pense que c'était vraiment... Vu que c'était beaucoup, justement,
réduire la taille de l'État, baisse d'impôts, bien évidemment. Parce qu'on s'entend que 2018, c'est les jeunes familles qui ont élu la CAQ. C'est pas la génération boomer plus âgée. Ça l'est devenu par la suite. Mais clairement, la CAQ, entre 2018 et 2022, avec la pandémie, a complètement largué les jeunes familles, du moins au niveau de l'électorat, pour s'en aller davantage vers ces générations-là. Puis, justement, avec la dégringolade du PQ, beaucoup d'anciens péquistes plus âgés sont comme tournés vers la CAQ un bout de temps. Là, on voit que c'est l'inverse. Là, on retourne à nos vieilles pantoufles pour certains. Fait que c'est ça. On va voir ce qui va se passer par la suite, mais c'est ça. C'était principalement pour beaucoup le programme économique en général, puis la potentialité de peut-être l'indépendance à un moment donné. Mais finalement, c'est pas arrivé. À quel moment, après ça, tu quittes la CAQ? Février Est-ce que c'est pendant la pandémie? Oui, février 2021. À l'origine, c'était purement et simplement pour tourner sur le banc des spectateurs. J'avais aucun plan de militer dans un parti politique. Je voulais prendre un break, sérieusement. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter? Deux choses. Il y avait une partie, c'était en partie des mesures sanitaires, autant qu'au début, je te dirais, mettons, de mars 2020 jusqu'à justement à peu près l'automne 2020, j'étais 100% derrière mon gouvernement. Je trouvais que c'est ça. Il y avait beaucoup d'inconnus, puis je comprends que ça prenait des mesures drastiques au début. Mais quand on a commencé, à peu près à l'époque du défi 28 jours, le premier, parce qu'on sait qu'il a duré plus longtemps que 28 jours, c'est ça. Il est arrivé beaucoup d'histoires, parce qu'on entendait beaucoup dans les médias traditionnels l'histoire des infections, des cas, des décès, ou ensuite des cas hospitalisations et des décès. Mais on entendait très peu l'autre côté de la médaille par rapport à la détresse des entrepreneurs, les industries qui fermaient, l'insécurité économique. C'était comme genre, non, ferme ta gueule, il y a une pandémie, nanana, tu penses rien qu'à toi, tu penses rien qu'à ton argent. Puis il y avait eu un cri du cœur d'un propriétaire de gym, non, c'est pas celui qui est mort par après, là, c'est pas le parce que ça a été très médiatisé. Je me souvenais pas de ça. C'est ça, un gym dans la région de Québec, mais c'était un autre qui avait appelé justement à l'émission de Radio X, c'était pas prévu. Puis il a lancé un cri du cœur. Puis le pire, c'est qu'il connaissait quand même beaucoup la politique parce que sa mère, de ce qu'il disait, c'était une ancienne présidente, pas présidente siégeante, mais genre de la SNAT, là, comme celle qui s'occupe de l'Assemblée nationale. Puis il expliquait tout ça. Puis moi, ça m'avait touché. Puis à l'époque, parce que la CAQ a comme son genre de petit groupe privé, mais Facebook, là, c'est pour les jeunes caquistes, ça. Puis je faisais beaucoup de publications sur l'économie, l'indépendance, ça. Puis j'étais beaucoup... je faisais beaucoup... Sur l'indépendance dans un peu, là... J'avais partagé un clip de la Joute à un moment donné où c'est que Bob Côté parlait un peu de ce que j'ai dit tantôt, l'affaire du potentiel retour de ça. Puis ça partait des débats. Puis ça nous plaît, là. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à quoi le retour des gens de la CAQ quand tu partages quelque chose de même? En 2021, en 2021? En 2021, c'est plus genre 2019, 2020. Là. Okay. J'étais assez partagé de mon souvenir. Là. J'ai pas grand détail de ça qui me revient, mais c'est ça. Disons, je me suis pas fait taper ses doigts pour ça. Parce qu'en fait, c'est que chaque publication sur ce groupe-là, il fallait qu'il soit autorisé par le président de la jeunesse, qui était comme l'exécutif, l'administrateur de la page. Fait que le fait qu'il ait accepté, ça prouve qu'il était ouvert. Ouais. Puis c'est ça. Ce qui est arrivé, justement, après un bout, il y avait ça. Puis il y avait aussi le fait que, justement, un peu comme j'ai parlé tantôt, après certains événements, il y avait eu l'élection partielle dans Jean Talon pour Joël Boutin. En décembre, en tout cas novembre-décembre 2019. Ouais. Et j'avais donné un peu de temps, mais à l'époque, j'étais à Montmagny, je travaillais dans une usine à Lévis, je faisais mon cégep. Ça m'a vieilli, cette élection partielle. Ouais, ça m'a vieilli beaucoup. C'était genre, je retourne voir mes enfants, puis moi, 3 semaines après, t'étais à Joute, là. C'est ça. C'était l'intérêt de nous autres. Mais c'est ça. Fait que là, moi, je pouvais juste donner une journée. Fait que j'ai passé une soirée avec mon char, on a mis des pancartes avec un autre chemin de la CAQ, une quarantaine, c'était le fun. Je peux pas être là tous les jours, mais je me dis, au moins, je vais donner un peu de temps. Puis il y avait eu la soirée électorale, je me rappelle, c'était genre Boston Pizza à Sainte-Foy, la fin de main. Puis là, on va là, puis là, tout le monde est là, toute la jeunesse au grand complet, puis que... c'est drôle parce qu'il y avait de la bouffe à côté, j'avais faim ce soir-là, fait que j'ai mangé comme un cochon. Puis arrive la victoire de Joël Boutin et tout ça, moi j'étais content, parfait, c'est le fun. Là, moi j'étais très suiveux des événements de la CAQ, les cocktails, les affaires de même. J'avais été à celui de Geneviève Guilbeault, puis il y avait une affaire d'or avec Jonathan Julien. Puis même si je montais, je faisais mon mani Québec 1 heure de char, ça me dérangeait pas. T'sais. Mais à un moment donné, je vois ça passer, photos, complexe capital hélicoptère, gros party de la CAQ, François Legault, puis tous les jeunes. Viens, on crime, c'est quoi ça? Là, je check sur le calendrier officiel de la CAQ sur le site. Là, je check ça, la date. Mais non, il n'y a rien. C'est quoi? Là, je vois quelques-uns de mes amis sur ces photos. Là, c'est les gars, c'est quoi cet événement-là? C'est un événement pour remercier les militants qui s'étaient impliqués pour la partielle. On se demande où c'est que tu étais, justement, tout ça. Fait que là, je m'informe un peu, là, je demande à la gang d'exécutifs, il dit, c'est quoi ça, nanana? Il dit, il y avait un nombre de billets limité, puis tout ça, puis il dit, on sélectionne les gens, il dit qu'ils sont, comment il avait dit ça, une affaire du genre qui se comportent bien en présence du premier ministre, là, j'étais comme... Alors qu'il y avait eu un genre de congrès / rencontre de la CAQ à Rivière-du-Loup quelques mois avant, le PM était là,
Ça a super bien été. J'ai pas fait de scène envers personne. Fait que c'était clairement une sorte de forme de revanche indirecte, là. Mais c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme... Se comporte bien en la présence de François Legault, comme si c'était un mal élevé. Alors qu'au congrès de 2019 à Montréal, j'ai des photos pour le prouver. Je me suis pris en photo avec tout, puis ça a jamais, tu sais, j'avais jamais fait de scène ou quoi que ce soit. Au contraire, j'étais un gars hyper tranquille. Fait que là, j'étais comme, gang de tabarnak. Fait que là, ça restait de même. Il y a eu le temps des fêtes, puis après ça, il est arrivé un peu la pandémie, puis le reste de mon... C'est la dernière fois que j'ai vraiment vu en personne mes chers collègues militants caquistes, puis après ça, il y a eu la pandémie, puis là, c'est tout sur Zoom. Fait que j'étais un bout de temps sur Zoom, mais c'était comme du militantisme très à la fin. Je te disais, il n'y avait pas grand-chose à part quelques petites réunions sur Zoom, genre une fois par 2 mois. Là. C'était pénible. Puis c'est ça. Puis après ça, c'est drôle parce que quand je me suis dit, OK, parce qu'au début, je me disais, Joey, ça, même mes parents me disaient, Joey, quitte la CAQ, là, ça n'a plus d'allure. Puis moi, je suis comme, non, je suis pas trop certain. Puis à un moment donné, j'ai comme dit, je vais y aller. Puis la fille que j'avais demandé justement, je la nommerai pas, que j'ai demandé justement pour l'affaire qui m'avait dit, manque de billets, ça, j'ai demandé comment on fait pour enlever ma carte de membre ou depuis être membre. Elle n'a même pas posé de question, genre, comment ça, Joey? Non, elle me l'a envoyé tout de suite. Ah ouais, hein? Fait que clairement, je pense que c'est ça. T'étais pas dans le clic. Clairement, je pense qu'il y a, en tout cas, je ne sais pas si on fait été après, là, mais... Ça fait très comportement d'école secondaire, hein? C'est ça spécial, parce que moi, j'ai toujours eu des bonnes intentions, puis qu'on ne soit pas d'accord sur bien des idées. C'est-tu des employés du personnel politique aussi? Il y en a certains qui l'étaient, d'autres qui étaient vraiment partis du CA de la jeunesse, si je peux dire. Là, à cette heure aujourd'hui, c'est sûr. Certains sont dans le propre milieu, certains travaillent encore pour des députés. Puis tout. Mais c'est drôle parce que je raconte ça aujourd'hui, puis je me dis, c'est comme si j'aurais encore une profonde amertume. Il y en a plusieurs que j'ai reparlé par la suite, puis de l'eau coulée sous les ponts, puis pas plus grave que ça. À un moment donné, il y a des pires affaires dans la vie. Ça que sur le coup, c'était chiant. Là. Ça montre quand même une culture de parti. Là, c'est ça. Donc, pour première implication politique, en plus de mon cas, donc ça... C'est ça, ça a mal parti un peu. Malgré qu'au début, c'était quand même le fun par bout, mais c'est ça. Fait que par la suite, moi, je quitte ça. Moi, je continue à m'informer. J'avais commencé à suivre Éric Duhem un peu on the side, parce qu'il avait comme commencé sa course à la chefferie, je pense que c'était en décembre ou en novembre du PCQ, tu sais. Pour vrai, puis c'est que c'était un gars qui était à la Radio de Québec longtemps, mais je l'ai rarement écouté, parce que lui, il était au FM 93, puis j'entendais son nom, je savais c'était qui, mais rarement je l'écoutais. Moi, j'étais plugué sur Radio X tout le temps avec Dominique Moret, Denis Gravel, Jeff Fillion quand il est revenu aussi, puis tout. Puis avant ça, c'était Jonathan Trudeau, puis Richard Martineau, pour dire à quel point les temps ont changé. Et c'est ça. Puis quand... en fait, un de mes amis, qui était un journaliste local, s'appelle José Soucy, qui était journaliste local pour CMA TV. Il n'est pas aujourd'hui, mais c'est dans le coin de Montmagny. Puis lui, j'y compte ça. Puis il me dit, écoute, veux-tu que je fasse un article là-dessus? Bof. Il dit, OK, là, s'il y a 15 personnes qui le voient, c'est correct, là, mais je raconte ça, puis il publie ça. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il connaissait Éric Duhem. Parce qu'il y avait comme eu un genre, CMA TV avait comme hosté un genre de débat pour la course à la chefferie, tout ça. Puis il envoie ça à Éric. Éric partage ça sur sa page Facebook, il y a genre 150 000 personnes qui suivent ça. Fait que là, en même pas 2 heures, je suis passé de nobody à somebody assez rapidement. Là. Moret, que j'écoutais depuis des années, me contacte pour m'avoir en entrevue. Moi, je flabbergastais, je capotais bien raide. Invitation à 2 ou 3 podcasts, certains que je me souviens même pas que c'est ça, que ça me dit absolument rien. Puis Éric m'avait même appelé sur mon cellulaire le soir même. Fait que là, tu sais, déjà, je suivais les idées, puis tout. Puis je me dis, je vais prendre une semaine de réflexion. Là, il y a eu l'affaire médiatique et tout ça. Puis après, je me suis dit, la leçon que j'ai appris de la CAQ, justement, c'est que quand tu rentres dans une formation politique, rentre de bonne heure. Parce que justement, plus tu es là depuis longtemps, surtout quand les périodes difficiles, avant que ça devienne facile de vouloir embarquer dans les idées, ben c'est là que tu es le plus récompensé, entre guillemets, ou du moins, tu vois l'avènement de tout ça du début jusqu'à la fin, tu sais. Alors que je croyais profondément dans les idées. Je me suis dit, OK, on repart pas avec le PCQ, fait que c'est même ça a starté, puis c'est ça, je suis membre depuis mars 2021 jusqu'à aujourd'hui. Fait que, OK, je comprends. Puis tu as quitté la CAQ en pleine pandémie. Est-ce que tu avais un fond de désaccord avec les mesures sanitaires? Oui, je trouvais que ça commençait à aller trop loin, puis je trouvais qu'il y avait aussi, tu sais, les premières mesures étaient essentielles selon moi, là, il y avait beaucoup d'inconnus, mais je pense que quand on commençait à avoir le modus operandi, surtout quand il y a eu, début 2021, il y avait eu quand Omicron s'était comme propagé, puis tout le monde l'avait eu, là. C'est un peu là que beaucoup de monde ont comme fait, OK, c'est juste ça, tu sais, ou du moins pour les gens qui sont pas nécessairement âgés comme moi. Puis moi, en tout cas, j'ai jamais fait le test officiel, mais j'assume que je l'ai eu pendant 3 jours parce que c'était vraiment rough. Puis j'ai survécu par la suite, puis j'ai développé une immunité naturelle. Mais à part de ça... Non, c'est ça, on était chanceux quand même. Mais c'est ça. Puis par la suite, je trouvais qu'on utilisait encore les mêmes modus operandi, au lieu vraiment d'ajuster
pour vraiment la réelle menace, surtout par rapport, mettons, le marché des enfants, qui avait beaucoup de retard au niveau de l'apprentissage et tout ça. Je pense qu'il aurait fallu, on ne fera pas l'histoire, mais je pense qu'il aurait fallu davantage protéger les générations plus âgées qui étaient vraiment plus à risque. Mais au point d'avoir tout fermé à ce point-là, alors qu'on sait que les lockdowns n'ont pas servi à grand-chose, même de fermer l'épicerie le dimanche, au contraire, ça avait augmenté les cas. Je comprends qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, mais après quasiment 3 ans, on commençait à voir qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas. Puis on disait que c'était comme la même affaire tout le temps. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, c'est ça. Il y avait des mesures qui faisaient pas de sens. Là, je pense que c'était quoi? On fermait les bibliothèques, mais on ouvrait les gyms. C'est ce genre de choses-là. C'est le centre d'achat. Ils ont ouvert les centres d'achat, puis ils ont fermé les bibliothèques. Là, j'ai décroché. Là, vous m'aurez pas. Là. C'est impossible. Même les restaurants, tu te lèves de ta table, faut que tu portes ton masque, mais t'es assis, faut que tu l'enlèves. À un moment donné, la chaise musicale, on se calme. Là. C'est pour ça. En tout cas, ça me fait bizarre d'en repenser à ça parce que autant faut pas l'oublier, mais c'est pas une époque que j'aime beaucoup me rappeler. Heureusement, c'est dans rien. Oui, mais faut pas. C'est ça, on va s'en parler, mais ça, c'est pas une chose qu'il faut absolument oublier parce qu'il y a eu des leçons puis il y a eu des répercussions de cette crise-là, puis incluant le sujet de l'indépendance du Québec également aussi. En fait. Alors, nous y voilà au sujet de l'indépendance du Québec. Tu nous lances, puis ça va nous faire plaisir justement de parler d'indépendance du Québec avec toi. Aujourd'hui, pourquoi faire l'indépendance du Québec selon toi? C'est une bonne question. Pourquoi la faire? Aujourd'hui, je dirais plus dans l'éventualité parce que moi, comme je l'ai dit, l'idée d'indépendance, je ne suis absolument pas contre, au contraire. Mais en tout cas, si tu écoutais un peu ce que j'ai dit par rapport à ça, autant que c'est une vision extrêmement optimiste, mais c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi je milite pour le PCQ. Tu vas me dire, voyons, le PCQ, ils ne sont pas indépendantistes pantoute, je sais. Puis je sais que je suis une minorité, mais je le cache pas. Même surtout ces temps-ci. Oui, c'est ça. Même Éric Duhem, il sait que je suis indépendantiste, puis personne ne m'a jamais écœuré avec ça. Personne ne m'a jamais traité de caribou, la fin de même. Là, ou de maudit séparatiste. C'est ça, ou la fin de même. Mais non, c'est que je me dis, avant toute chose, je me dis justement, mais surtout on le voit un peu en Alberta, autant que c'est ça, c'est pas encore fait, mais ça fait quand même pas 50 ans qu'ils militent là-dessus, puis ils viennent à peine de commencer, ou du moins quelques années qu'ils ont commencé à avoir un genre de mouvement séparatiste / au niveau de l'Ouest, puis ils sont déjà rendus à 36%, alors que nous autres, on stagne à ce niveau-là depuis des années. Ça montre à quel point que quand t'as de l'argent dans tes poches, puis c'est toi qui fournis le cash pour le reste du monde, ben c'est bien plus facile de saquer ton camp, parce que c'est toi qui s'occupe de tes affaires. Puis moi, la manière que je voyais ça, c'est que je me dis justement... à la Révolution tranquille, on s'est affranchi de la religion. On a créé l'État, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'État-providence, le modèle québécois, qui n'est pas du tout un modèle, mais ça, on en reparlera par la suite. Mais j'ai l'impression que là, on est rendu à un point, justement, où c'est que le bon vieux ménage du printemps ne s'est pas fait depuis un bon bout de temps. Et qu'on est comme dans ce que j'appelle, dans mon jargon personnel, la méthode Ginette Renault. C'est un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin. La solution, c'est toujours plus d'État, plus de fonctionnaires, plus d'argent qu'on garoche ici, une autre agence créée là. Et c'est ça. Ou des fois, on dit que on va changer les choses, on va juste changer les meubles dans le Titanic, mais c'est pas grave, ça va tout changer. Alors que moi, je pense que l'indépendance va se faire au moment, parce que je pense que, premièrement, l'État-providence, dans sa forme actuelle, obèse, morbide, empêche, selon moi, en fait, c'est enfreint, ou du moins presse et suffoque le sous-potentiel des Québécois. Moi, je crois en mon peuple, j'adore ma place, le Québec, c'est ma patrie. On est du monde fucking talentueux, mais j'ai l'impression qu'on joue tellement en dessous de notre potentiel. Et ça, c'est pas juste moi, c'est la majorité des gens dites de droite économique, appelez ça la droite de Québec, ou quoi que ce soit, malgré qu'il y a de moins en moins à Québec, je te dirais. Là. Yann et Frank, la moitié de notre audience est rendue à Montréal. Fait que ça vous donne une idée que nos idées se propagent quand même. C'est qu'on voit clairement, avant toute chose, qu'on pourrait être meilleur, on pourrait être encore plus performant, mais le principal obstacle, c'est l'État dans le modèle actuel qu'on a. Très interventionniste, très, très centralisateur, très... L'État québécois, puis l'État fédéral, lui. Oui, également aussi. C'est pas, au contraire, la fonction publique qui manque de 40% tout sous l'ère Trudeau, puis tout ça, non, crois-moi, tu me verras pas défendre le système fédéral le matin. Hein. Mais non, absolument. Par contre, c'est pas une excuse, parce que ça, je vois ça souvent dans le discours des indépendantistes, tout parti politique confondu, autant au niveau de l'argent, autant au niveau de la décentralisation de l'État. On dit tout le temps, genre, mais là, pas grave, on va s'en aller du fédéral, il va y avoir un palier de moins, c'est correct. Non. Là. Oui, mais encore. C'est pas parce que, OK, c'est comme une grosse maison. T'as la maison, puis t'as le garage à nettoyer. Le garage est fait. OK, mais il en reste encore la maison. T'sais, même chose avec l'argent. OK, on va ramener 86 milliards qu'on envoie au fédéral. OK, mais encore là,
déjà que le gouvernement, on sait, ça, tout parti politique confondu, du moins de mes 31 ans d'existence que j'ai vu, et toute couleur, dépense notre argent tellement de mauvaise manière, et surtout qu'on voit l'explosion des prix. Selon moi, c'est pas une question d'argent. De l'argent, on en masse. C'est l'organigramme qui siphonne tout ça. Selon moi, l'État québécois est une cruche percée. Tu sais, tu mettrais 100 millions de litres là-dedans, il va toujours, tu sais, c'est la fameuse phrase de Milton Friedman, tu sais, si le gouvernement gérait le désert du Sahara, il trouverait une manière de manquer de sable. Tu sais, à un moment donné, c'est souvent ça, j'ai l'impression. Là. Mais si je comprends bien, pour toi, il faudrait donc faire un grand ménage de l'appareil québécois, Absolument. de l'État québécois, comme le proposait d'ailleurs la CAQ en 2012, en 2014, en 2018. Jean Charest en 2003. Exact. Mais c'est Puis après ça, une fois que ce grand ménage-là, on coupe dans les fonctionnaires, on coupe dans la fonction publique, est fait, puis que l'État québécois est plus mince, mais là, on fait l'indépendance. Ben, oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Dans le sens que oui, c'est une grande partie de ça, mais c'est également savoir s'ouvrir à l'international. Puis là, je sais que c'est tough. Je sais qu'il y en a qui disent hey, non, parce que là, patrie en péril, il faut faire attention, il faut pas se faire assimiler, tout ça. C'est que j'ai l'impression que, à bien des égards, puis écoute, il y avait un livre qui y a très longtemps qui avait été écrit, Les 36 cordes sensibles des Québécois, puis il y en a plusieurs. Un des points centraux, c'était que les Québécois en général, peut-être moins les générations plus jeunes, mais ce qui définissait beaucoup un Québécois à plusieurs égards, c'était une sorte d'anti-américanisme crasse, là, dans le sens qu'on est comme tout ce qui est américain, peu importe c'est quoi, c'est un peu Elvis Gratton et tout ça, puis les Américains, puis... Alors qu'au contraire, mon but, c'est pas nécessairement de transformer le Québec en un État américain ou de faire un genre de copier-coller comme bien voudraient le faire. Est-ce que certaines choses qu'on devrait s'inspirer, comme au niveau de la liberté d'expression, comme certaines davantage plus liberté individuelle, de liberté entrepreneuriale, absolument. Mais je trouve qu'au contraire, autant que les Canadiens anglais se définissent comme Canadiens parce qu'ils sont pas américains, autant que les Québécois ont comme leur propre spécificité, j'ai l'impression qu'eux aussi ont comme une petite partie canadienne dans la manière de penser, que nous aussi on n'est pas américains, nous aussi on est différents, tu sais. Puis c'est correct, il y a plein de peuples dans le monde, là, tu sais, pas tout le monde peut être américain, bien évidemment que non. Mais le point que je voulais amener, c'est ça, c'est que l'indépendance, selon moi, j'essaie d'avoir une vision un peu comme la Suisse, dans le sens que, autant que je comprends que c'est un cas spécial sur un continent européen, qui a une histoire et tout ça, parce qu'on est vraiment à une possibilité d'une plaque tournante, selon moi. Parce que, on est en Amérique du Nord, on est sur le même fuseau horaire de l'Est que Washington puis Wall Street. On a la population la plus bilingue qu'il n'y a pas en Amérique du Nord. La moitié de l'année, il fait fret comme c'est pas possible. Fait que pour les centres de données, ça coûte pas cher, contrairement en Californie aussi, qui fait quasiment 45 degrés à longueur d'année. Puis au niveau des ressources naturelles également, puis les hydrocarbures. Fait que rendu là, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a des pays dans le monde qui ont le derrière assis dans le sable, qui auraient la moitié de ce qu'on aurait, puis ils capoteraient, tu sais. Et je trouve tellement qu'à bien des égards, excusez-moi, mais on chie un peu dessus, j'ai l'impression. Puis on dirait que par pureté idéologique, par sursignalement de vertu, on refuse de toucher à ça parce que dit nous autres, on est meilleurs. Parce que j'ai l'impression, puis regarde, mon but c'est pas de vouloir faire du Québec bashing, mais j'ai l'impression que nos dernières victoires collectives au Québec datent d'il y a tellement longtemps qu'on essaie de garder un peu nos vestiges de grand peuple pour dire non, on est encore un grand peuple, on est fiers de ça. Mais on dirait que l'exemple, par exemple, que je donne souvent, c'est les funérailles nationales. On l'a vu dernièrement, on a eu beaucoup de célébrités qui ont décédé, Serge Fiori et plusieurs autres. Puis il y en a beaucoup qui disaient, mais ça me crime, lancer funérailles nationales tout le temps, me semble c'est facile. On dirait qu'à toutes les fois que quelqu'un de. Puis je dis pas que c'est pas des personnages importants, mais on dirait qu'à toutes les fois, on a comme le réflexe facile au gouvernement du Québec de vouloir lancer funérailles nationales. Mais funérailles nationales, c'est quand même pour certaines personnes très spécifiques, tu sais. Puis c'est pas comme des Smarties, là. Mais j'ai l'impression que comme subconsciemment, on se dit, sachant que nos dernières victoires datent de longtemps, que pour montrer qu'on est encore un grand peuple, on va faire comme les grands peuples font, on va faire des funérailles nationales pour dire qu'on mérite une certaine attention comme ça. Et j'ai l'impression qu'au contraire, ça en dit plus sur nous autres que d'autres choses. Et je pense que pour avoir ces réelles victoires-là, je pense que justement, oui, l'État doit se tasser. C'est même pas une question de on veut que les gens perdent leur job, c'est que la meilleure job que le gouvernement peut faire présentement, c'est se tasser du chemin. Il y a tellement de mouillements, puis de ci, puis de ça, sur plein d'aspects que j'ai l'impression que l'exemple que je donne tout le temps, par exemple, une industrie qui, autant je peux blâmer plein d'affaires, mais une industrie qui fonctionne vraiment au Québec malgré qui ont je sais pas combien de bâtons dans le roue à côté, au terme de réglementation et tout ça, puis ils font de la job même supérieure que la moyenne, c'est nos restaurants. On a des Christy de bons restaurants au Québec. Ouais. Mais je me dis, OK, imagine, on est capable de compétitionner un gars, par exemple, qui fait du barbecue au Texas, que lui, le gouvernement est quasiment presque jamais dans ses jambes ou presque, surtout pas au Texas. Mais tu prends un Québécois qui a été endurci
dans un milieu entrepreneurial où c'est que, via notre héritage un peu agro-catholique, on a comme un peu... Ça disparaît tranquillement, mais on a encore ce côté-là. L'argent est sale au Québec. Là, faire de l'argent, par définition, on dirait que... Il y a un tabou à travers ça. Si tu as un char de l'année ou une maison neuve, on dirait que par définition, c'est sûr que quelque part, te fourrer quelqu'un pour avoir cet argent-là, c'est impossible que tu l'as gagné de manière honnête et légale. Moi, je parle beaucoup avec des gens plus vieux, mettons, qui ont 50 ans, 60 ans. Eux, je le vois qui ont ça. C'est ça. Mais quand tu descends en bas de 50 ans, moi, j'ai jamais parlé à quelqu'un qui trouvait pas que l'argent, c'était bien normal. Ah non, puis tant mieux. Puis ça disparaît tranquillement. Mais moi, je trouve que quand on répète ça, on répète comme des stigmas que moi, je vis pas dedans. Là. Moi, je sais pas c'est quoi. Moi, je suis fier de faire du cash. Puis moi également quand aussi. j'ai des belles affaires, mais je suis pas gêné. J'ai l'impression que toute ma génération, on n'est pas là-dedans. Les gens parlent de plus en plus de leur budget, de leur salaire. C'est de quoi qui est moins complexant qu'avant. Absolument. Moi, je connais combien mes amis gagnent. Ben, tant mieux. Mais je pense que c'est bizarre. Non, puis il faut pas que ça soit bizarre non plus. Au contraire, il faut parler d'argent ouvertement, je pense. Puis comme je dis, je pense que ça s'en va tranquillement, mais sûrement, mais il reste un peu ce fond-là. Et comme je dis, mettons que je vois mon restaurateur québécois... Tu trouves pas qu'on ramène tout le temps... Parce que moi, j'entends tout le temps ça, puis je le vis jamais. Fait que je trouve que c'est comme ramener un vieux discours qui est pas actuel. De dire j'en entends pas mal, je te dirais. Oui, mais c'est ça que quand t'entends ça, moi, ça m'intéresse. Ben, je te dirais, c'est sûr que c'est beaucoup en famille, mais même à certains égards c'est sûr que c'est beaucoup des vieilles générations, mais même encore dans l'espace public, à certains... même des fois, comme je dis, c'est subconsciemment. T'sais, c'est même pas genre, on le dit publiquement, que le gars fait du cash, tout ça. Mais même, certains diraient que c'est plus du discours de QS un peu, mais tu sais, les grandes entreprises, puis tout ça, tu sais, même un peu dans le discours de PSPP, il y a un peu ça aussi, tu sais, mais autant que dans le sens que, tu sais, les grands Amazon, même le discours... PSPP très pro-entrepreneur. Oui, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, même le discours syndical, que selon moi est rendu passé date depuis longtemps, surtout les grandes centrales, tu sais, qui sont encore dans le mode un peu opprimé, oppresseur, de quasiment de l'époque de la révolution industrielle, tu sais, les grands Amazon, puis tout ça, puis mon but, c'est pas de dire qu'ils sont ni saints ni touches, puis ils méritent pas des reproches, vous pouvez critiquer quand vous voulez, mais j'ai l'impression que comme ce côté-là, que, ben déjà, ouvertement, il faut pas se le cacher, le Québec est riche en pauvres et pauvre en riches, en généralement parlant, là. Tu sais, je pense qu'il y a quasiment la moitié pas des électeurs, mais des citoyens, je pense qu'ils gagnent moins de 40 000 par année, puis encore là, je suis généreux, je peux pas me tromper. Puis... Le salaire médian est plus haut que ça. Mais... Le salaire médian est plus haut que ça, mais c'est ça. Il y a une bonne partie qui vit vraiment de chèque par chèque ou sont vraiment en moins de 40 000 par année. Puis surtout en plus que... Parce qu'il y a des retraités là-dedans. Oui, aussi. C'est ça que ça fait. Mais les gens qui travaillent, ils gagnent plus que ça. Ça dépend de quel métier. Mais... qui gagne pas fort. C'est sûr. C'est sûr. Mon analogie, c'est ça. C'est que je disais, c'est que tu prends un entrepreneur québécois comme un restaurateur, que lui, justement, qui est dans un milieu où c'est que l'entrepreneuriat est très peu, ou du moins... Elle n'est pas nécessairement promue, mais en tout cas, c'est pas une priorité, mettons. Ouais. Puis, il y a beaucoup de permis, il y a beaucoup de réglementations, la MAPAC et tout ça. Moi, je suis un ancien laitier, la MAPAC, je pourrais vous en parler longtemps. Vous trouvez que le ministère du Revenu est touché, là? Vous n'avez pas vu la MAPAC. Mais, puis tu mets ça, puis tu enlèves tous ces bâtons-là, puis tu le mets en compétition avec un gars international, avec la qualité déjà qu'on est capable de faire. Dans ma tête, c'est sky is the limit. Là, on va les torcher là, comme c'est pas possible. Puis je vais être fier de ça. Puis je pense que c'est ça, au-delà des artistes, puis au-delà de être fier du Québec, puis envoyer faire nos délégations internationales. Moi, je pense que c'est ça nos vrais ambassadeurs. En tout cas, ça en fait grandement partie. Ouais. Et je pense que en débloquant ce sous-potentiel-là, j'ai l'impression que dans l'éventualité, puis encore là, je suis très généreux, dans l'éventualité, justement, que on finisse à un moment donné par traîner le reste du Canada comme un bras mort parce que justement, on va enfin tourner, puis on va avoir une certaine... Oui, il va falloir peut-être plus s'ouvrir à l'international, mais je pense que c'est un beau pari. Et je pense qu'en bout de ligne, le moment qu'on va s'en rendre compte, c'est quand on va être rendu à traîner le reste du Canada comme un bras mort, ben l'idée d'indépendance va venir tout seul parce qu'on va dire, écoute, anyway, c'est pas comme si, déjà au niveau culturel, ça va pas très bien, mais également, c'est ça, on est plus dépendant de personne, on voit clairement qu'on est capable de gérer nous autres mêmes, puis au niveau de nos finances publiques et de quoi que ce soit, puis au niveau de notre industrie, nos gens sont fiers, ils sont libres de faire leur entreprise comme ils veulent, on a davantage de liberté pour les Québécois, donc rendu là, je pense que même le référendum... Tu sais, là, on pose beaucoup cette idée-là, mais j'ai l'impression que même les gens vont en vouloir. Puis même si on fait le processus référendaire, ça va voter peut-être à 80 % selon moi. Mais encore là, comme je dis, je suis très positif là-dessus. Mais c'est un peu la vision que je vois ça. Je me suis dit, c'est comme on dit en anglais, a means to an end. Là. Je pense que ça ne viendra pas tant qu'aussi longtemps que la réforme du modèle québécois réel doit se faire avant tout. Et parce que tout dépend de ça, au niveau du culturel avec les subventions aux artistes, au niveau des entreprises avec les subventions, pas subventions, le fait qu'une grande partie de notre économie dépend du gouvernement en grande majeure partie. Puis je blâme pas les gens qui y travaillent, mais l'erreur, j'ai l'impression que beaucoup de gens indépendantistes font, c'est qu'ils pensent que l'État, c'est les Québécois.
Non, l'État, c'est l'État. Les Québécois, c'est des Québécois. Absolument. Il y a des Québécois qui travaillent pour l'État. Mais l'État, c'est les Québécois. C'est ça, l'État, c'est l'État. Les Québécois, c'est les Québécois. Parce que, justement, il y a comme une sorte d'auto-canonisation qui se fait au fil des années. Comme la Santé Québec, ça vient d'être fait il y a quelques années. Là, on charle beaucoup là-dessus, puis avec raison. Selon moi, ça ne devrait même pas exister. Mais donnons-leur un Pourtant, 400... ça, c'est genre albertain comme modèle. Là. C'est tiré direct du modèle albertain, ça qu'ils font là-bas. Ouais, mais en tout cas, le Top Gun... en fait, c'est que les affaires de Top Gun, c'est qu'ils disent, OK, tu as le droit de toucher à telle affaire, mais voici le correcteur dans lequel tu peux aller, puis tu peux juste toucher à ça. Puis on va te barrer les mains aussi en même temps. Ah, c'est le fun. Ah, on fait de quoi? C'est ça. Quand c'est encore une fois, si c'est juste changer les meubles d'une salle alors que le scène est cool, ça sert à rien. Là. Surtout encore, c'est encore des fonctionnaires, puis des affaires à 100 000 quelques piastres, puis des organigrammes de ci, puis des organigrammes de ça. J'ai l'impression que c'est surtout pour que le gouvernement puisse me rejeter la faute sur un organisme puis dire c'est pas de absolument, ma faute. Absolument. Le ministère de la Santé, non, c'est en Santé Québec, Santé Québec. Ouais, non, absolument, selon moi, c'est ça. La balle, mais donnez-leur 4-5 ans, puis je vous le prédis, là. Dans 4-5 ans, on va dire que non, c'est rendu essentiel, on ne peut plus enlever Santé Québec sans ça, le système va s'écrouler, puis de ci, de ça. Alors qu'il n'y a même pas 10 ans, on s'en savait, puis ça n'existait pas. Là. Ouais. Même chose avec les différentes agences qu'on fait, les régies qu'on a, même dans les marchés que le gouvernement, c'est selon moi, autant que je ne suis pas dans... C'est sûr il y a des gens qui font partie de mon idéologie ou de ma gang politique qui sont plus en mode fantasy. Ils voient ce qui se passe en Argentine avec Javier Milei, avec la Chainsaw, puis à Afuera, puis ça, c'est notre wet dream, mais on sait que ça n'arrivera pas, on n'est pas cave. On a eu Éric Duhem avec une grosse Chainsaw. Une grosse Chainsaw. Là. Mais on joue dans le trolling un peu, mais autant qu'on souhaiterait quelque chose de similaire, mais on sait que ça n'arrivera pas. Mais si on peut au moins s'en inspirer un peu, pour du moins... dans la possibilité, parce que c'est ça aussi l'affaire, c'est que présentement, parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que bien évidemment, on n'est pas con, la machine se défend. Puis pas juste les fonctionnaires, pas juste les centrales syndicales, pas juste justement les gouvernements en place, c'est vraiment également tous ceux qui dépendent de ce système-là. Parce que tu sais, un peu comme j'ai écouté beaucoup des émissions de podcasts de gauche américaine longtemps, il y a plusieurs années, de Young Turks, pour pas les nommer, puis des gens comme Jimmy Dore, puis une couple d'autres. Puis c'est quand tu es vraiment un anti-système, puis l'establishment a comme son moule financier basé sur ce système-là, même s'il est défaillant pour les citoyens moyens. Quand tu veux, comme en anglais, rock the boat, ils voudront pas rock the boat. C'est leur boat. Par définition, que tu sois conservateur, que tu sois même d'une genre de gauche anarchiste, anti-système, que tu sois gay, que tu sois indépendantiste ou pas, t'es une menace. Tu sais, que tu sois homosexuel, hétérosexuel, que tu sois une lesbienne noire, unijambiste, ils s'en foutent. T'es une menace. Fait que rendu là, ils vont tout faire pour te diaboliser ou tout faire pour mettre le plus de bâtons dans les roues que possible. Puis quand on est rendu avec un système médiatique, généralement, qui sont financés à quasiment plus de 75% de leur salaire, puis milieu artistique également aussi, à plusieurs reprises. Peut-être pas 75%, mais en tout cas, qui reçoivent quand même beaucoup de subventions de l'État. Tu as beaucoup d'industries qui participent à une sorte de capitalisme de connivence avec les chèques, avec le ministère de l'Économie, avec les subventions, puis tout. Tu as beaucoup de gens qui, même si ça nous avancerait de vouloir changer ça, qui veulent le défendre. Puis les centrales syndicales, puis je précise les hautes instances des centrales syndicales, parce que moi, les travailleurs syndiqués, la majorité du monde, sont super gentils, puis j'ai aucun problème avec eux autres. Au contraire, j'ai travaillé dans une usine de métallurgie durant la pandémie, puis le gars le plus conservateur de l'usine, c'est le représentant syndical. Fait que je m'attendais super bien avec lui. Puis je suis pas anti-syndical en soi. Selon moi, je suis un genre de libéral classique en bout de ligne. Selon moi, c'est la compétition puis le juste milieu entre les deux parties, entre le patronat puis les syndicats, qui selon moi, qui font la meilleure compétition possible puis qui avantagent le plus les travailleurs. Mais c'est ça. Puis sachant qu'il y a autant d'instances et de domaines qui veulent que ce modèle-là, aussi scrap puisse-t-il être, reste dans sa forme actuelle ou qu'on continue l'éternel, pas emplissage, mais on continue d'empiler fonctionnaire après fonctionnaire, ministère après ministère, règlement après règlement. Moi, clairement, on voit qu'on va foncer dans le mur, mais j'ai l'impression qu'au lieu de ça, on trouve d'autres excuses. Ah, c'est le privé. Ah, on va rajouter une petite taxe là, parce que, tu sais, faut quand même pas que les gens boivent des boissons sucrées, franchement. Là. C'est toujours la sécurité. Ah, on va faire ça au nom de la sécurité, parce qu'on s'occupe de... Non. Vous voulez, c'est une source de revenus de plus, parce que, justement, l'ogre a toujours faim, puis sachant déjà que les prix sont désorbitants, puis que les gens en donnent tellement autant, parce qu'on est la province la plus taxée puis imposée du continent. Au lieu de faire une cure minceur, ça n'arrivera pas. Puis, autant que j'ai déjà voté libéral au Québec par le passé, je vais l'avouer une fois, mais quand même, je n'ai jamais eu ma carte du Parti libéral du Québec, je ne m'ai pas Parti libéral, mais... Tu aurais le droit. Mais un gars comme Vincent Gelozo, que si vous le recevez un jour, va vous le dire, il n'y a jamais eu d'austérité libérale.
si vous regardez les chiffres purement et simplement, puis mon but, c'est pas de les défendre plus qu'aux mesures, je regarde les faits, je ne fais que voir les faits, il y a eu une réduction de la croissance des dépenses. Les dépenses ont été réduites, mais ils n'ont jamais baissé. Ils ont toujours augmenté. Le dernier, en fait, qui a fait une réelle réduction des dépenses, qui est, selon moi, personnellement, le dernier homme d'État politique qu'on a eu, c'est Lucien Bouchard. C'est d'acide d'assort. Puis depuis ce temps-là, à toutes les fois qu'on ose, même pas l'austérité, juste respecter vos budgets. Puis Bernard Drinville, c'est pas mon préféré, mais je vais le défendre un matin. Le budget de l'éducation sur la coalition Avenir Québec a augmenté de quoi? 27 % je pense, depuis qu'ils sont là. Puis on dit juste, regarde, respectez vos budgets parce qu'on est dans le trou. Puis les raisons pourquoi ils sont dans le trou, c'est une autre histoire. Puis selon moi, ça n'a pas de bon sens. Mais encore là, on gueule à l'austérité d'un média, d'un centre syndical. Pourquoi? Parce que les gens pensent que juste... Tu sais, moi, je vois ça, je vois un peu comme une sorte de table dans les films, tu sais, les tables avec les rois, c'est tellement long, tout ça. Je vois de la bouffe, là, tu sais, puis de la bouffe, les sangliers à en déborder, tout le monde mange comme des cochons. Puis t'en as juste un qui dit, ouais, mais là... on aimerait ça, juste vous enlever la petite assiette de salade. Vous pouvez gagner tout le reste. À 99, on veut vous enlever ça. Ils se revirent tout, puis ça gueule « Austérité! Austérité! » Fait que c'est pour ça que moi, je trouve que c'est une vraie farce. Puis tant qu'aussi longtemps que... Alors que c'est sain, même pour quelqu'un qui est social-démocrate, de gauche, de droite, avoir un budget sain, selon moi, c'est essentiel. Ouais. Sachant que c'est bloqué, puis le simple fait de vouloir remettre en question, simplement juste peut-être manger un peu moins, peut-être dépenser un peu moins, c'est vu... Tu sais, même juste... Même équilibrer un budget ne devrait même pas être de droite, selon moi. C'est intéressant que tu ailles sur ce sujet-là, parce que pour moi, la politique, c'est une question de gestion de priorité. Mm-hmm. Okay? Puis tu nous parles de saine gestion des finances publiques. Moi, j'ai un chiffre pour toi. Le gouvernement du Canada, depuis 2005, fait des déficits cumulés de 711 milliards de Absolument. dollars. Pendant ce temps-là, le Québec a fait 29 milliards de déficits cumulés. Mm-hmm. Si on enlève le fonds des générations de ça, c'est 12 milliards. C'est-à-dire que pour chaque pièce qu'on contracte de dette au Québec, le fédéral en contracte 10. Mm-hmm. Tu trouves pas que la priorité, c'est peut-être se débarrasser du gouvernement qui nous endette 10 fois plus vite que l'autre? Oui, mais encore là, c'est pas une excuse pour le ménage. Il y a eu des années conservatrices là-dedans. Il y a eu des années conservatrices. Oui, mais encore là, c'est pas une excuse. Il y a des péquistes qui ont fait des surplus. En effet. Il n'y a pas de libéraux qui ont fait des surplus depuis... depuis Mathusalem, ça je l'avoue. Mais moi, je ne vois pas nécessairement c'est ça, à ce niveau-là. À part quelques exceptions, ils ont été relativement similaires. Et ça, peu importe le parti, à part que si on remonte jusqu'à Maurice Duplessis, mais en tout cas, là, on fouillerait loin. Là. Disons que c'était plus ou moins légal. Mon point, c'est que la démocratie québécoise semble être capable de faire des compromis qui vont avoir comme résultat d'avoir une saine gestion des finances publiques. Là, on peut ne pas être d'accord, mais relativement, comparé au Canada, c'est évident. Le chiffre est vraiment fort. Je comprends. Si tu prends le Canada, il nous a endetté de 150 milliards là, en 20 ans. Je comprends. Nous, on a fait 29. Mais même à ça, encore là, c'est pas une excuse, parce que autant que je suis 100% d'accord avec toi, et puis je suis d'accord, sur moi, le fédéral, je le défendrais pas. Là, je sais pas nous excuser, j'essaie de trouver la bonne priorité. Non, je comprends. Mais dans le sens que, tu sais, j'ai l'impression que trop souvent, on sert de ça, tu sais. Autant je comprends, le fédéral a sa part de blâme, puis croyez-moi, c'est ça, mon but, c'est pas ça. C'est ça. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on s'en sert des fois trop souvent pour pas se regarder dans le miroir trop souvent. Puis j'ai l'impression qu'on s'en sert aussi comme un sorte de tapis d'entrée qu'on se frotte dessus, puis on se dit c'est le fédéral, puis après ça tout va bien au Québec. Parce que moi personnellement, autant que j'adore mon peuple, j'adore ma place, mais je vois pas autant que contrairement à certains qui sont ultra cyniques, je vois pas les Québécois comme une gang de morons, de moutons, de quoi que ce soit, ou de gens bizarres, ou non. Mais en même temps, je les vois pas comme des archanges saints, saintes ni touches. On n'est ni meilleurs ni pires que d'autres. Je les vois comme des êtres humains aussi imparfaits, autant des qualités que leurs défauts, puis j'essaie d'améliorer leurs conditions le plus possible. Et j'ai l'impression que, tu sais, si tu compares un gars, justement, qui était à 250 livres, qui est rendu à 450 livres, genre le fédéral, puis on parle de Québec, le gars qui, mettons, qui est rendu qui était de 100 livres, il est rendu, mettons, à 225. OK, je comprends. Le fédéral est plus obèse que toi, mais ça reste que t'es en surplus de poids, toi. T'es en surplus de poids, toi, tout, tu sais. Puis je pense que c'est... Comme je dis, je sais que c'est pas une excuse que tu veux dire, mais je pense que c'est pas la... Ça devrait pas nous arrêter de quand même faire une certaine introspection, parce que je pense que, puis là, je parle principalement plus du Parti québécois, parce que c'est le porte-étendard de la souveraineté présentement, mais je comprends qu'on veut élargir la coalition. Mais j'ai l'impression que trop souvent, puis regarde, PSPP, on va le voir, là, tu as l'air plus ouvert à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que le Parti québécois, il y a eu, historiquement parlant, on dirait qu'ils ont énormément de misère à s'en remettre en question. C'est vraiment tough. Depuis l'époque de Pauline Marois, tu sais, depuis l'époque même de gens d'André Boisclair, je me rappelle très jeune, c'est tout le temps, c'était pas... Mettons, je sais pas, les gens ne voulaient pas la souveraineté à l'époque pour X raisons à cause du programme trop social-démocrate ou quoi que ce soit, puis on les mettait dans les positions officielles au lieu du gouvernement. À toutes les fois, c'est pas
OK, on va regarder, on va essayer de reformuler ça. Non, c'était non, vous n'avez pas compris. On va vous le dire plus tranquillement. Tu sais, c'est comme non. C'est pas parce qu'on a nos mauvaises idées, c'est que vous n'avez pas compris vraiment. On ne vous l'a pas assez bien expliqué. C'est introspectif, ça, de dire peut-être que dans mon discours, la façon dont je l'apporte, parce que j'ai des convictions, elles sont solides, mais dans la façon dont je les apporte, peut-être que je les explique mal. Oui, mais à un moment donné, moi, je trouve ça mieux que de dire les gens, c'est des hosties d'épais. Puis j'entends ça des fois dans des discours, puis on nommera personne, là, mais il y a des gens qui disent les électeurs NPC, nanana. Puis je suis comme, ben voyons donc, tu sais, ce genre de discours-là, peut-être que les gens sont juste pas d'accord. Ça se peut, mais ça dépend aussi parce que... C'est plus introspectif. Ouais, puis il y a deux réalités quand même, parce que... tu sais, je pourrais rentrer dans le spécifique, là, le fait que... C'est sûr que c'est plus le chef aujourd'hui, mais c'est un gars comme Jean-François Lisée, qu'après... À l'époque, c'était la pire défaite du PQ en 2018, écrit un livre un an plus tard pour dire que c'est la faute de tout le monde, sauf d'eux autres. Là. On entend ça dans tous les partis, y c'est compris chez les conservateurs. C'est la raison d'ailleurs pourquoi Catherine Fournier avait... en tout cas, je sais qu'il y avait d'autres raisons aussi, mais... J'ai écouté beaucoup Radio X, puis c'était pas mal ça, la cause de la défaite dans Arthabasca, c'est les médias. Fait que si ça vaut pour le Jean-François Lisée, ça vaut aussi... Oui, mais en fait, c'est que deux... Moi, je suis très critique de ce discours-là de Jean-François Lisée et très critique de ce discours-là que j'entends dans votre camp. Là. Absolument. Par contre, il y a deux réalités au Québec, par contre, qui sont très claires. Et c'est très générationnel. On le voit clairement, même avec la dernière fédérale aussi, puis même celle avant, c'est qu'on a de plus en plus une population décâblée, une population encore câblée. Et on voit clairement qu'au niveau des intentions de vote, il y a une réelle corrélation entre la majorité. Oui, il y a toujours des exceptions. Ici et là, on peut toujours trouver des points-virgules, mais clairement et sûrement, le fait que les électeurs plus âgés, en tout cas, en grande majorité, je sais que c'est à travers de certaines dans les 35-54, des trucs comme ça, mais le fait que les électeurs plus âgés ont autant voté à ce point-là pour, mettons, notre cher Mark Charney, j'ai un bon CV, elle beaux up, Mark Carney, et qui ont à ce point-là, justement, des idées plus réfractaires envers, par exemple, le PCQ ou Éric Duhem ou quoi que ce soit, parce que encore une bonne majorité d'entre eux autres n'ont quasiment aucune présence sur les réseaux sociaux, donc ne voient pas nécessairement les discours qui se passent à ce niveau-là, les médias alternatifs, les podcasts, les idées, les réflexions, et sont encore uniquement plugués vers les médias traditionnels, que ce soit Québécois, que ce soit Radio-Canada, que ce soit même les médias écrits comme Le Devoir, La Presse et tout ça. Et que, disons que nous, au niveau de la présence, c'est déjà que c'est très minime, disons que la majorité, c'est beaucoup négatif. Autant que je donnerais quand même un bon côté, mettons, pour ce qui est de Cube, parce que, au niveau de Québécois, parce que je pense qu'ils font vraiment un pas dans la bonne direction. Ils essayent de leur côté, je leur donne. Ouais. Mais moi, je vois clairement, à plusieurs égards, que... Puis surtout que on fait souvent des vox pop. Hein. Il y en a plusieurs qui font des vox pop pour savoir les raisons pourquoi... Parce que c'est drôle, parce que autant que je ne veux pas comparer Poilievre ou Éric Duhem à Donald Trump, mais je trouve tellement que c'est le même modus operandi intellectuel qui se passe au niveau de l'électorat. Parce qu'on demande, Éric Duhem et le PCQ, je veux rien savoir, nanana. OK, parfait. Moi, je suis prêt à débattre. Oui, j'en venais dedans, je veux ça. Mais quand on lui demande, OK, pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu étais contre lui? Je l'aime juste pas lui. Là, il chiale tout le temps, dans sa gestuelle, puis de ci, puis de ça. C'est pas une réponse à ma tête. Dis-moi que tu n'es pas d'accord avec ses idées. Dis-moi que je comprends. Le vote de chaque électeur lui appartient, puis il peut voter pour n'importe quelle raison qu'il souhaite. Bien évidemment, ça lui appartient. Mon but, c'est pas de vouloir imposer ça. Par contre, parle-moi de réelles possibilités. Si c'est vraiment que non, moi, je veux un État toujours plus gros, parfait. Ah non, moi, le privé en santé, je veux rien savoir pour X raisons. OK, parfait, on peut en parler. Plein d'autres raisons là-dessus. Mais je trouve tellement que, sachant qu'il y a eu une sorte d'amalgame avec ce qui se passe aux États-Unis, que la droite arrive, nanana, donc Trump, c'est la droite égale Poilievre, droite égale Éric Duhem, et puis PCQ et toute la patente de trucs, fait qu'on dirait que c'est comme un genre de bloc à, je sais pas, l'extrémisme ou quoi que ce soit, alors que c'est ça. Je sais que Bagazal avait sorti les dernières semaines pour Mais je te comprends, parce qu'on entendait beaucoup ça. En tout cas, moi, je l'entendais beaucoup par rapport à Jean-François Lisée. Il y avait des gens qui disaient, moi, je suis pas capable de le sentir, c'est dans son comportement. Puis on entendait beaucoup ça. Puis par rapport aux médias, les médias, tu l'as dit toi-même en début d'entrevue, étaient pro plus CAQ en 2018, puis en 2022. C'est ça, puis les médias, la majorité des chroniqueurs appuyaient plus la CAQ que le PQ. Puis on le voit. Il y a eu ça aussi. Fait que dans la critique de Jean-François Lisée des médias, comme que... Moi, je trouve que ça s'équivaut. Là. Ça s'équivaut à certains égards, mais ça reste que... Écoute, à l'époque de Michel Chartrand, puis même de Pierre Falardeau, ça se blâmait justement qu'il y avait énormément de péquistes à Radio-Canada, ou du moins vice-versa, quoi que ce soit. Il y a quand même un historique derrière ça qui est quand même plus favorable à certains égards. Est-ce qu'on aime ou pas Jean-François Lisée, il est encore avec Patrice Roy, non, Sébastien Bovet à Radio-Canada.
puis tout va comme ça. Comme Dimitri Soudas. Exactement. Qui est conservateur. Ouais, conservateur radio-canadien, mais ça, c'est notre histoire. Moi, je trouve Jean-François, Ben, peut-être qu'il va moins loin que moi sur l'indépendance, mais ça reste un indépendantiste. Oui, mais c'est ça. Puis c'est drôle. Moi, je le considère comme un social-démocrate, peut-être un peu plus à droite au niveau identitaire, mais quand même beaucoup plus de gauche au niveau du gouvernement. Puis alors que je connais bien des gens qui sont péquistes ou qui sont indépendantistes, qui le considèrent comme ultra à droite. Genre, on se disait, je suis comme, non, t'oublies ça. Là. Fait que, puis surtout que c'est ça. Comme quoi, le Parti québécois, c'est plutôt une coalition que. J'ai les propositions de la jeunesse en fin des dernières semaines, puis en tout cas, on pourra en parler. Qui démontre que c'est une coalition. Parce qu'il y a des gens qui tiennent le discours de la jeunesse à l'intérieur du parti, puis il y a des gens qui ne tiennent pas ce discours-là. Comme qui? Mais comme qui? Parce que, en tout cas, on pourra en parler, mais excusez-moi, parce que... je peux te nommer quelqu'un qui était là d'ailleurs. Philippe Larange. On peut te nommer des gens comme Rémi Villemur. C'est des gens qui sont péquistes, qui vont pas du tout dans le sens de la jeunesse, qui sont des jeunes en plus, qui sont là, qui sont présents, qui se font entendre, qui viennent à notre micro, puis qui font partie du camp du oui, puis qui nous disent, nous là, la priorité, c'est de faire du Québec un pays. Parce que toutes les critiques du modèle québécois que tu as fait, moi, il y en a que, honnêtement, là, je suis pleinement d'accord avec toi sur certaines choses. Il y a des choses que je suis pas d'accord, puis on pourrait avoir des débats. L'inverse m'aurait surpris. Ben oui, mais c'est correct. C'est ça, une société. Absolument. On a des points d'accord, puis on a des points de désaccord. Puis moi, la bureaucratie, là, y a-t-il quelque chose qui me fait plus chier que ça? Non, nous, on est enregistré comme entreprise, là. Toi, tu le sais, là. Merde, là. Mais l'affaire, c'est que c'est ça. Mais c'est pas ça, c'est pas ça l'enjeu de l'indépendance. Faut pas ramener ça à... Parce que sinon, il y a aucun peuple qui va être un... Il y en aura pas de pays, là. Parce qu'il y a des sociétés parfaites où que le gouvernement fonctionne parfaitement, là. Même les États-Unis, ils ont leurs problèmes en maudit. Ah, absolument. Fait que s'ils se fiaient là-dessus pour faire leur indépendance, on n'aurait jamais eu les États-Unis d'Amérique. On peut en parler, puis c'est bien que tu amènes l'idée, parce que moi, je veux pas que le gouvernement gère parfaitement. C'est le gouvernement, par définition, il sera jamais géré de manière parfaite. Là. C'est le gouvernement et le pire employeur qu'il n'y a pas. Puis si tu veux avoir quelqu'un de plus déconnecté qu'il n'y a pas, à moins si tu le décentraliserais énormément, c'est le gouvernement. Puis c'est pas le gouvernement québécois. Tous les gouvernements sont comme ça. Fait que c'est pas un problème uniquement, c'est ça. Mais c'est bien que tu le dises, parce que moi, j'entends beaucoup je lis beaucoup de commentaires. Puis ce qui revient souvent, c'est l'argument final. Puis on passe notre temps, nous, on fait des directs, on parle avec le monde. Il y a plein de conservateurs, puis il y a des gens de gauche aussi. Il y a plein de monde qui viennent, puis il y a beaucoup de gens qui finissent par dire c'est parce qu'on n'est pas assez bon. C'est parce qu'on est des Québécois, puis les Québécois sont pas assez bons. Puis moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, il n'y a personne d'assez bon, là. Tous les pays ont leurs problèmes. On a les nôtres. Puis tous les autres peuples ont leurs problèmes. C'est pas une raison de pas prendre son destin en main puis de pas devenir responsable de régler ces problèmes. Oui, mais par contre, faut pas être à la méthode Pierre-Carl Pelado qu'on verra après puis on tire la plug. Au contraire, puis c'est pour ça que c'est des arguments qu'on amène plus de notre côté. Puis via Yann Frank, c'est un peu de demander un peu... pas des conditions, mais plus un avant-goût. On parle souvent de la question de la Constitution, puis des fameux contre-pouvoirs et tout ça qui sont fort intéressants. Et je pense que juste avoir un avant-goût de l'esprit, qu'est-ce qui va ressembler à ça, je pense que c'est tout à fait raisonnable de demander ça. Puis c'est au-delà, je pense que ça transcende la gauche et la droite, sachant que la liberté d'expression, le droit de propriété et tout ça, selon moi, c'est fondamental, puis ça transcende les idéologies politiques. Puis moi, au contraire, est-ce qu'une partie de ces gens-là disent que les Québécois sont juste pas bons? Est-ce qu'il y en a qui le croient pour de vrai? Je pense que oui, mais je pense que beaucoup, en disant ça, ont mon discours à moi que ils voient le sous-potentiel des Québécois et pensent qu'on est capable d'être encore mieux que ça. Et que ça revient à notre côté un peu, ce qu'on dit souvent, là, qui date de longtemps, mais le fameux nez pour un petit pain, si on est comme, je sais pas, on dit qu'on va prendre une petite marche, on prend un petit café, c'est jamais genre... On dit qu'on rêve de peu alors qu'on a tellement de potentiel, puis ce qui nous frustre le plus, au-delà de nos critiques, puis nos engueulades, puis des fois on envoie chier du monde, c'est que on le voit, le potentiel. C'est faux. C'est comme un char qui run à 20% de la capacité du moteur. Là, mon Dieu, c'est une Formule 1 puis il roule comme une tercelle. Là, on voit le potentiel de ça. Puis moi, je pense que la même affaire avec le sport, mettons, au Québec. Là. On a plein de jeunes, plein de joueurs dans la Ligue nationale. Là. On les voit jamais avec l'équipe du Canada. On les voit pas dans les Coupes du monde. On les voit, mais pas c'est ça, de manière égale avec le reste des. Mais Montembeault, il n'était pas dans les buts du Canada. Ça serait c'est 100%, c'est un gardien de classe internationale. Là, que demain, il serait dans n'importe quelle autre équipe, puis ce serait un gardien partant. T'sais. Alors bonjour, je prends un petit moment pour remercier notre commanditaire, le Fonds indépendantiste du Québec. Le FIDQ, c'est le partenaire de choix pour les indépendantistes. Ils soutiennent des artistes comme Kinji00 et Simon Baudry. Ils soutiennent également la Saint-Jean des Oui-Québec. Enfin, ils soutiennent des projets comme la République économique
et la différence québécoise. Et bien sûr, ils soutiennent Génération Oui. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le Fonds indépendantiste du Québec, rendez-vous sur refidq.québec et à titre personnel, je les remercie parce que c'est grâce à des initiatives comme celle-ci qu'on peut vraiment répandre l'indépendance partout. Donc, je les remercie et je vous souhaite un bon épisode pour la suite qui s'en vient. L'indépendance, c'est une façon de propulser les Québécois, que ce soit au niveau des entreprises, mais au niveau de notre culture, au niveau de notre image dans le monde. Le sport, c'est un bon exemple. Je pense que le PCQ, d'accord, vous êtes d'ailleurs maintenant d'accord puis avec pour ça. revenir rapidement sur la question de la bureaucratie, c'est pas que... Puis sérieusement, puis je tiens à le préciser aujourd'hui, puis je suis content de venir vous voir, puis je suis content de venir vous jaser. T'sais, autant certains en tout cas, peut-être certains, peut-être je sais que pas vous autres, mais certains me verraient comme un genre de faux indépendantiste ou quoi que ce soit, un genre de gars... Il n'y a pas de pureté indépendante. Non, c'est quand même... En tout cas, certains sont plus puristes que d'autres. Là. En tout cas, vous, je pense... Je vous mettrai pas dans cette basket-là, là, mais je sais qu'il y a comme certaines tendances des fois à ce niveau-là. Mais moi, sérieusement, j'essaie, parce que je voudrais d'un pays du Québec prospère, peut-être plus à ma vision, moi, bien évidemment, mais regarde, c'est la démocratie à un moment donné qui décidera. Mais j'essaie de me faire réellement la courroie de transmission entre des gens comme vous autres, puis mettons, je sais pas, le Parti québécois en général, ou peu importe, et la majorité des gens qui font partie de ma gang politique. Puis pour vrai, c'est pas en très forte majorité. Puis ça, je sais que je comprends que dans le bout de ligne, la question de l'indépendance était soit oui, soit non, puis il n'y a pas de juste milieu. Par contre, il y a une troisième catégorie, puis je veux qu'on sorte cette... En tout cas, si je peux démarrer quelque chose là-dessus, puis c'est plus une critique constructive que je fais, la logique un peu, je dirais, marxiste-léniniste de tandis qu'il y a juste deux camps. Il y a soit les prolétaires puis les bourgeois, il y a juste les fédéralistes puis les souverainistes. Alors que moi, je pense sérieusement que la très forte majorité des gens que je côtoie, qui partagent mes idées dans le day-to-day, est-ce qu'il y a une bonne partie d'entre eux qui sont des fédéralistes, mettons, purs et durs, là, amoureux des Rocheuses, canadiens, je tripe sur le roi Charles III, puis je me sens plus canadien que québécois. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais c'est pas une majorité. Ah oui. La majorité de gens que je crois qui qui ne sont pas prêts présentement à voter oui, c'est des gens qui ne vous font pas confiance. Puis quand je dis vous, je dis pas les jeunes péquistes, je dis pas le Parti québécois, je dis la classe politique au grand complet. Parce que mettez-vous à notre place. Parce que tu parlais tantôt justement de la régénérie de l'État. On est un électorat politique qu'on sait qu'on n'est pas majoritaire. On est peut-être 15% de l'électorat, mettons 20%, encore là je suis extrêmement généreux, de la droite économique au Québec. Puis pendant longtemps, et ça, les caquistes nous là. Juste parce que je trouve ça intéressant ça. Tu dis vous êtes 15 ou 20%, mais mettons, moi ce que je pense, c'est comme les souverainistes purs et durs. Mm-hmm. On est 15%. C'est ça qui est... 2022, c'était ça. On a rassemblé les purs et durs. Ceux qui sont... C'est la priorité numéro 1, puis on va se battre jusqu'à la fin pour ça. Moi, j'en fais partie. Mais aujourd'hui, on est capable d'avoir un camp politique qui rassemble beaucoup plus large. Puis peut-être même qu'on va dépasser les 50% dans un référendum. Peut-être. Fait que moi, ce que je veux dire, puis je le crois fondamentalement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de vos idées qui peuvent être partagées par beaucoup plus de monde. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être dans votre parti, mais ils pourraient... à adopter certaines de vos politiques. Absolument. Puis on le voit, puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt avec Donald Trump, c'est que même au niveau des familles, c'est souvent les personnages les gens plus âgés que c'est ça, Donald Trump. Puis personnellement, mon but, c'est pas de le défendre ici. Il y a des partis que j'aime plus de lui par rapport à certaines politiques. Le gars est un profond narcissique aussi d'un autre côté. Ça n'est très controversé, c'est dur de mélanger avec ça. Par contre, tu lui parlerais dans le day-to-day des trucs genre que Donald Trump propose comme une frontière qui fonctionne. Je sais pas, plus de décentralisation à certains égards. Faire la lutte au wokisme. C'est drôle parce que la joke, c'est que beaucoup de gens qui sont vraiment très anti-Trump, il y a beaucoup des trucs que Trump fait ou Trump prône qui sont d'accord. Mais en tout cas, pour causer la parenthèse, pour venir à ce que je disais, c'est ça. C'est que pour vous mettre à notre place, la droite économique, la droite de Québec, appelez ça comme vous voulez. Là. Personnellement, ça je vous le dis, là, puis c'est ça, Marc-Antoine l'a découvert quand j'avais envoyé le texte, je vous le conseille, le dernier texte de Joanne Marcotte sur son blog, Qu'est-il arrivé à la droite? Le terme droite de Québec, droite pirate, de notre côté, on trouve ça très péjoratif. C'est pas de quoi qu'on aime tant que ça, pour vrai. Avant, c'était vrai, mais de plus en plus, c'est petit. La droite de Québec, premièrement, il y a beaucoup plus de gens au-delà de la ville de Québec ou de la région de Québec qui croient à nos idées beaucoup plus. Puis ça a toujours été plus pour nous insulter que d'autres choses. Mais sachant que, mettons, depuis, mettons, début des années 2000, on a beaucoup tenté de nous séduire. Tu sais, le fameux truc de on promet... On va en campagne électorale, puis on promet à droite, puis on gouverne à gauche. Là. Nous autres, on s'est fait couillonner à plusieurs reprises. Puis, on est très méfiants. Déjà qu'on est très cynique en partant, fait que déjà, étant plus de droite, fait que imaginez ça. Tu sais, on a eu
la réingénierie de l'État de Jean Charest en 2003. Il ne l'a pas fait. Il y a eu l'ADQ un bout de temps, mais ils n'ont pas été au pouvoir. Ça a duré 1 an, 2007-2008, ça a fait un bout. Tu as François Legault qui est arrivé avec la coalition Avenir Québec. Puis c'est ça, il s'est fait élire sous ça, le 3e lien, il aurait dû à la tête de l'État. 1 an plus tard, il revient au grand complet. Tu as eu la période, justement... voyons, il y avait une 3e aussi, que je ne vais pas me tromper. C'était-tu au niveau du fédéral? Parce que je sais que Harper, c'est un des rares. Ça aussi, c'est beaucoup de gens de ceux que je crois que le seul gouvernement qu'ils ont réellement représenté au niveau de leurs idées, c'était Harper quand il était rentré au fédéral. C'est pas nécessairement que c'est des purs fédéralistes, c'est juste que c'était provincial, c'était un peu égaré au niveau de leurs idées. Mais c'est ça. Fait que par la suite... Il y a eu beaucoup de possibilités, il y a eu beaucoup de tentatives qui ont été faites, qu'on s'est fait trahir à plusieurs reprises. Puis on est très, 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 très méfiant. Puis je pense que c'est naturel. Et j'ai l'impression que... Puis surtout aussi, il y a un aspect, puis j'en ai parlé tantôt, puis là, je vais y venir, qu'il faut pas non plus oublier puis penser comme François Legault. C'est des vieilles histoires, ça, là. C'est la période pandémique. Je pense que beaucoup de gens, peut-être plus de mon côté idéologique, mais en général, de gens au Québec qui ont découvert à quel point un gouvernement tout-puissant pouvait faire beaucoup de choses avec une genre de pseudo-loi qui pouvait... C'est ça, sans très peu de contre-pouvoir, et ça a marqué énormément de gens. Et j'ai l'impression que au-delà de ça, c'est pas un genre d'anti-séparatiste tant que ça, c'est qu'à cette heure, l'État québécois, dans sa forme actuelle, et ça, peu importe qui est au pouvoir, ils sont excessivement méfiants et avec raison. Et j'ai l'impression que juste remettre ça, on s'est juste embarré chez nous une couple d'années, puis on parle plus jamais de ça. Je pense que c'est une profonde erreur dans le calcul politique aussi, parce que je pense que beaucoup de gens, incluant mes propres parents, qui étaient des gens quasiment pas, ils allaient voter, mais qui étaient des gens quasiment pas politisés, à cette heure, ils sont à fond. C'est surprenant, là. Je connais beaucoup de gens comme ça dans le C'est ça. Fait que ça montre. Autant il y en a qui sont informés sur d'autres zones un peu plus, c'est ça, un peu plus saucées. Puis regarde, c'est ça, l'Internet étant ce qu'il est, d'un bord comme de l'autre, mais j'ai l'impression que c'est ça. Puis le fait que, écoute, je l'ai vu, c'est partie de ma job de m'informer puis d'être sur l'actu de longueur de journée, puis à date, la tentative de recentrage du PQ à vouloir, entre guillemets, nous séduire, il s'aide pas, là. Ça va vraiment pas bien. Là. Moi, j'en connais dans mon entourage qui avaient leur carte de membre du Parti conservateur du Québec, parce que ce que tu dis sur la droite économique, puis par rapport à la droite de Québec, la droite pirate, moi, je l'ai déjà dit ici, puis je savais pas que c'était péjoratif pour vous, là, parce que dans ma tête, Radio Pirate, ils se disent pirates. Oui, mais sur X, ils mettent le drapeau de pirate. C'est ça, pour certains, ils le disent, mais c'est juste que beaucoup de gens pensent que l'entièreté des gens, que ce soit Radio X, Yann et Frank, ça, on est tous des pirates, alors que non, c'est pas ça. C'est comme vous autres, vous n'êtes pas tous des caribous. Dans le sens que, vous êtes tous des je sais pas, de genre de bottines souriantes ou quoi que ce soit. Mais nous, il n'y a personne qui s'appelle caribou. Exactement, c'est ça. Il n'y a personne qui met un emoji caribou. On n'a pas Radio Caribou non plus. La radio de la Fleur de Lys, mettons, là, comme souvent on met sur X, quoi que ce soit. Moi, si on m'appelait l'indépendantiste ou le oui, mais en tout cas, tout ça pour dire que je comprends désormais, puis je m'excuse pour toutes les fois que je l'ai dit. Puis dorénavant, tu as vu, je dis droite économique, puis je te remercie de nous avoir partagé ça. Par rapport à... C'est ça, la coalition au Parti québécois. Puis, moi, je vote pour le Parti québécois, mais je ne m'implique pas au Parti québécois, je m'implique dans Génération Oui. Il y a beaucoup de gens que je connais dans mon entourage récemment, puis dans les dernières années, qui avaient leur carte de membre du Parti conservateur du Québec, qui étaient d'accord avec Éric Duhem sur certaines idées de droite économique, qui étaient d'accord avec sa critique aussi des mesures sanitaires, puis tout ça, puis qui là reviennent au Parti québécois parce qu'ils disent là, il y a un momentum pour l'indépendance. On sent qu'il y a un référendum, si ça continue comme ça, qui pourrait arriver. C'est pas encore, les élections ne sont pas gagnées, il n'y a rien de gagné en politique, mais clairement, le Parti québécois a gagné quoi? Jean Talon, la première partielle. Ils ont gagné Terrebonne, la deuxième partielle. Ils ont gagné le Arthabasca. D'ailleurs, Tabasco-l'Érable, la troisième partielle. 2 circonscriptions là-dessus qui étaient très défavorables historiquement au Parti québécois. Bientôt Chicoutimi, non? Peut-être, oui. Fait que, on voit qu'il y a un momentum qui se passe. Puis là, il voit que, Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a un discours aussi plutôt au centre. Il y a des idées à gauche, puis il s'assume là-dessus. Il y a des idées à droite, puis il s'assume là-dessus. Fait que moi, je la vois, cette coalition-là. Là. Ben, c'est tough pour nous autres. Parce que nous autres, dites-vous que vous pouvez dire qu'on fait une maladie mentale de ça, mais beaucoup de gens, en tout cas la majorité de ceux qui disent partager mes idées, nous autres, la liberté de l'individu, c'est ce qui est primordial. C'est ce qui représente la fameuse idéologie libérale classique, si je peux dire. Puis quand je dis libéral, je parle pas de parti libéral, parce que crois-moi, c'est ça, hashtag mec de PLQ, hashtag mec
mecs de PLQ, Liberal Again. On a un parti socialiste au fédéral, on a un parti genre multiculturel, montréalo-centrique au Québec. Là, il m'intéresse zéro pin bar. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que beaucoup de gens sont quand même réticents parce que, ça revient, comme je dis, de la question de la bureaucratie. Quel parti politique est en faveur de la bureaucratie? Personne ne va le dire publiquement, tu sais. Mais encore là, tu dis réduire la bureaucratie, c'est-tu quoi? C'est-tu réduire les papiers? Parce que moi, je me dis, si tu veux vraiment réduire la bureaucratie, ben enlève les postes de fonctionnaires qui font la Christie de bureaucratie. Parce que il y a une salle remplie de papiers tout croche. Tu peux remplir, mais si le monde qui font les papiers sont encore là, ben dans quelques mois, dans quelques années, ils vont tous se remplir, tout ça. Puis mon but, c'est pas de vouloir couper du monde parce que j'ai comme un genre de fétiche à vouloir faire ça. Non, c'est une question d'organigramme. Quand je travaillais pour mon père, Sarah de lait, il me disait tout le temps, Joey, il faut que tu saches travailler intelligemment. Fait que quand tu fais telle tâche ou fais telle affaire à traîner des caisses de lait ou de quoi que ce soit, fais-le de telle manière pour pas que t'aies pas à te lever ou à utiliser ton dos trop souvent. T'sais. Le truc, c'est ça. Fait que quand t'as de ce que Yann appellerait des bullshit jobs. Quand t'as, mettons, un genre de département qui run à genre 60% d'efficacité, mais comme 10 employés, mais en bout de ligne, peut-être qu'il pourrait en avoir 5, mais qui roulerait à 100% de capacité. Mais encore là, c'est l'organigramme. Mais par contre, cet organigramme-là, souvent étant chassé dans les conventions collectives que les centrales syndicales, # les gardiens du temple, ne voudront jamais remettre en question. Parce que s'il y a moins de fonctionnaires, donc il y a moins de cotisations, donc il y a moins de financement, même s'ils disent défendre le travailleur, défendre le citoyen, défendre le contribuable, mais écoutez l'illusion tranquille de Joanne Marcotte, le fameux documentaire de 2006, ça n'a pas changé les chefs syndicaux de notre place, c'est exactement la même chose de 20 ans plus tard, tu sais. Puis c'est une question, puis je les comprends, ils défendent leur monde, ils défendent leur bout, ils défendent leur pouvoir, mais rendu là, ça n'aide pas le citoyen moyen en bout de ligne. Et j'ai l'impression que pour ce qui est de la coalition, truc Alex Boissonneau, excusez-moi, c'est ça. On l'a pris pour... c'est pas le seul de droite économique. Non, ben le seul... C'est pas le seul qui est plus à droite au PQ. Là. Comme je t'ai dit, il y a des Rémi Villemeux, il y a des Philippe Laurent. J'ai plein de mes amis qui votaient conservateur ou qui avaient leur carte de membre du Parti conservateur puis qui reviennent au Parti québécois. Puis tu peux être dans le camp du oui puis ne pas voter pour le PQ. Je comprends. Mais si je peux t'envoyer le message que les gens comme moi pensent, là, pour nous, Alex Boissonneau, là, c'est comme si tu aurais habillé un homme, une femme, puis tu nous aurais dit que c'est une femme. Dans le sens que Alex Boissonneau, je vais te dire comme Frank a déjà dit, Alex Boissonneau est sûrement le politicien de gauche, le premier politicien de gauche qui va s'identifier de centre-droit de l'histoire de l'Assemblée nationale. Surtout sur certains aspects peut-être plus identitaires, qui seraient peut-être plus de droite. Ça, c'est normal au PQ, je serais aucunement surpris. Par contre, à toutes les fois, puis j'en ai écouté des entrevues d'Alex Boissonneau, ça fait partie de ma job, que j'ai écouté, oui, puis également la vôtre aussi, puis quand il était à la radio, c'est à plusieurs reprises et tout ça, on l'avait même invité Yann et Frank, il n'a pas osé venir, fait que ça, c'est notre affaire. Mais à toutes les fois qu'on lui demande qu'est-ce qui est plus de droite, ou du moins économique, ou du moins en général, tu dis d'être centre-droit, c'est quoi? Ça patine beaucoup au niveau olympique. On a, mais vous savez, les définitions de gauche et de droite sont quand même différentes aujourd'hui. Moi, je crois à une saine gestion des finances publiques. OK, mais tout le monde veut ça, là. À la limite, Québec solidaire le veut pas, là, mais à part de ça. Je trouve que c'est beaucoup de platitudes, beaucoup d'assis entre deux chaises et très peu de politique concrète, personnellement. Parce que, regarde, même, pour vrai, parce que c'est même pas une question de le gars vient de Radio-Canada. Savez-vous, un journaliste qui est à Radio-Canada depuis des années, qu'un gars même comme Jeff Fillion respecte aujourd'hui, c'est Thomas Gerbet. Puis même beaucoup de gens de la droite économique au Québec respectent Thomas Gerbet, même s'il travaille à Radio-Canada. Pourquoi? Parce qu'il fait sa job. Parce qu'il va creuser des dossiers, puis les policiers n'aiment pas ça, puis il fouille. Il fait ce qu'une job de journaliste devrait faire pour de vrai. Puis même même s'il n'est pas idéologiquement pareil comme nous autres, on respecte ce gars-là parce qu'il fait sa job sur le sens du monde. Fait que s'il y a un gars comme Alex Boissonneau, qui a été animateur à Radio-Canada Québec pendant des années de temps, même s'il était à Radio-Canada, on aurait entendu parler. Il disait, hey, le gars, Radio-Canada, Boissonneau, écoute, il t'arrête quand? Tu l'écoutes une fois de temps en temps, il est pas pire, tu sais. Je te jure, depuis peut-être 15 ans, j'écoute les médias plus de droite économique au Québec, jamais j'ai entendu ce nom-là. Mais moi, je pense, je suis d'avis. À moins qu'il soit dans le placard pendant toutes ces années-là, écoute, je crois en la rédemption idéologique, mais encore là, je suis plutôt d'avis qu'un bon animateur, pas un chroniqueur, un bon animateur, tu vas pas savoir sa couleur politique. Absolument. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui me gosse quand j'entends des gens à Radio-Canada qui se disent journalistes, puis qui donnent leur opinion politique, puis qui nous disent quoi penser. Ça, je suis pas capable. Ah non, absolument. C'est une bonne chose qu'on connaissait pas les opinions politiques d'Alex Boissonneau. Moi, j'aurais pas voulu qu'il défende le Parti québécois ou la droite, peu importe. Là. C'est pas ça sa job. Puis en tout cas, je suis pas là, anyway, pour le défendre. Mais tantôt, tu as touché un point intéressant sur la Constitution du Québec puis les contre-pouvoirs. Parce que moi, c'est quelque chose qui me fascine, quelque chose qui m'intéresse. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis indépendantiste. Je veux plus de contre-pouvoirs au Québec. Je veux plus de démocratie directe. Puis quand j'entends
j'entends Frank en parler à Yann et Frank, je capote, j'aime ça, puis je suis d'accord avec lui. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles. Quels sont les contre-pouvoirs, puis la forme de gérer nos institutions démocratiques que tu voudrais voir dans un Québec indépendant? Écoute, première chose, c'est sûr que ça va dépendre du système qu'on garde. C'est sûr que je comprends que beaucoup de gens indépendantistes, c'est ça, étant plus, c'est ça, francophone, culture française, on dirait que par définition, on dirait que le Québec indépendant serait une république, puis il y aurait le système présidentiel, mais en même temps, on ne sait pas. On pourrait faire un genre de système hybride, on pourrait garder une partie du système de Westminster avec quelque chose d'autre, on pourrait même s'inspirer un peu du modèle américain à certains égards. Tu sais, ce qu'on dit souvent, c'est que justement, pour faire justement un lien avec les Américains, c'est que la raison aussi pourquoi les Américains n'ont pas peur de Donald Trump, quand je dis peur, généralement parlant, je comprends qu'il y a une méchante gang qui sont en mode... ils font des dépressions. Ils sont en mode Trump derangement syndrome, pas mal, mais... c'est qu'en fait, c'est qu'ils savent qu'il y a des institutions, ils savent qu'il y a la Chambre des représentants, ils savent qu'ils ont le Sénat, ils savent qu'il y a la Cour suprême, ils savent que le processus d'impeachment, ils savent qu'il y a les élections de mi-mandat aux 2 ans, puis les tribunaux, puis tout ça. Fait que tout ça, c'est des contre-pouvoirs. Au Québec, c'est une monarchie presque élue. Là. Si Trump serait au pouvoir au Québec... C'est horrible. Il y aurait son pouvoir quintuplerait par rapport à ce qu'il y a aux États-Unis présentement. Parce que justement, depuis 1968, on a enlevé la Chambre haute au Québec, donc notre Sénat, le fameux Salon Rouge, on l'a enlevé, parce qu'on se dit que c'était britannique, c'était pas bon, ça sert à rien. C'est ça, il n'y a aucune province canadienne qui l'a. C'est ça. Puis on a été la dernière à l'enlever. On a été la dernière. Ouais, mais quand même, c'est un contre-pouvoir. Je sais pas, mais j'ai entendu souvent cet argument-là, vous prenez ça, mais on a été les derniers à le faire, puis il n'y en a aucune autre province canadienne qui en a un. Quand 9 provinces se bitch en bas du pont, c'est pas une raison pour se pitcher aussi. Fait que rendu là, moi, personnellement, je l'aurais gardé. Puis, tu sais, même, c'est pas juste moi qui disais, Jean Lapierre. 1 mois avant sa mort, il avait fait sa dernière interview qu'il avait faite ever. Je pense que c'était avec une madame de Télé-Québec, je pense, pour un documentaire. Puis, il avait dit, selon vous, il dit que. Quelle valeur devrait être présentée davantage dans la politique? Il avait répondu, il dit la franchise. Puis il disait malheureusement, il dit le système de caucus, le système de vote de ci, de ça, fait que les députés deviennent genre des machines à voter. Puis lui, il dit moi, quand j'étais au fédéral, il dit la pire insulte qu'on pouvait me faire, c'est quand le whip du parti disait hey, venez-vous-en, on a besoin des badés. Puis il dit, il va falloir, il dit, faire beaucoup de réformes, il dit, il va falloir avoir beaucoup plus de vote libre, selon moi, ce qui est essentiel. Puis aussi, l'omnipouvoir du bureau du premier ministre, ça peut plus continuer comme ça. Et c'est pour ça que ça revient à la question de la pandémie, parce que justement, quand il y a eu la pandémie avec le fameux décret, qu'il y avait une faille dedans, qu'on faut le renouveler tout le temps, là, beaucoup de gens, parce qu'il y a énormément de gens qui étaient aucunement politisés, qui se sont politisés très tard, des gens qui étaient même beaucoup de certain âge même, qui s'étaient jamais intéressés à la politique, à part qui allaient voter, puis qui écoutaient ça, mettons, pendant 2 semaines durant la campagne électorale. Puis là, ils se sont dit, comment ça qu'il n'y a pas de processus? Il n'y a aucun moyen, à part que le PM décide de sacrer son camp ou qu'il meurt en poste, que nous autres, on ne peut pas signer de pétition, on ne peut pas faire rien. Le peuple ne peut rien faire pour décider que toi, t'es out ou on te remet sur le ballot ou on fait une élection d'urgence, quoi que ce soit. Fait que beaucoup de gens sont réalisés à ça que, à part, en fait, le seul réel contre-pouvoir, parce que les 3 qu'on a, c'est ça, législatif, exécutif, judiciaire. Le législatif est dans le contrôle de l'exécutif à côté au Québec avec la ligne de parti. L'exécutif au Canada aussi, mais quand même. C'est le système britannique. C'est ça. C'est ça que je trouve ça particulier parce que tu me donnes des éléments, je comprends. Mais c'est tous des éléments du système monarchique britannique. Oui. C'est 100% le système britannique qui fait ça. On est pogné là-dedans. Le Canada fait la même chose. Fait que, ce que vous voulez, c'est qu'on vous donne plus que ça, ou ça, c'est déjà assez? Parce non, au contraire. Si tu restes dans ce qu'on au contraire, c'est clair. C'est clairement insuffisant parce que le seul... Non, mais mon point, c'est que si tu restes dans le Canada, tu gardes ce système-là parce qu'il est fait de même. Oui. Si on s'en va, tu as une chance de le changer. Là, t'en as pas. C'est constitutionnel, tu peux pas toucher à ça. Oh, absolument. Le Canada veut pas changer ça. Oh, absolument. Puis je sais, puis on est conscient que... C'est sûr qu'en même temps, c'est ça qui est un peu peut-être avec notre système, c'est qu'aucun parti politique, à moins qu'il y ait des couilles en acier, là, ne voudra jamais faire des politiques qui vont eux-mêmes se tirer dans le pied, dans le sens que, tu sais, qu'ils vont réduire leur pouvoir. Parce que le PQ l'a proposé. Reste à voir s'il va le faire. Ça, c'est notre histoire. Mais écoute, parce que tu sais. On est des fans du référendum d'initiative citoyenne. On en parle souvent. Moi, tout, je suis d'accord. Je capote sur les contre-pouvoirs. Je suis pleinement d'accord avec toi, mais je sais que si je veux ça, comme tu as dit, il faut que je parte du Canada. Là. Ça se passera pas dans le Canada. C'est impossible. C'est pas impossible, mais c'est très, très, très peu de chances que ça arrive. Je suis tellement d'accord. Constitutionnel au Canada depuis 82. Puis c'est normal. C'est normal parce qu'on vu qu'on n'a pas signé la Constitution, puis je dis pas qu'il fallait la signer d'ailleurs, là, mais vu qu'on n'a pas signé la Constitution, par définition, depuis l'échec de Meach, la raison pourquoi d'ailleurs beaucoup comme l'Alberta commencent à chialer, c'est qu'ils voudraient rouvrir la Constitution pour leurs propres intérêts eux autres. Mais vu que la question du Québec n'est pas réglée, par définition, le Québec aura toujours le gros bout du bâton en ouvrant la Constitution. Fait que le Canada
fédéral ne veut pas y Il va y toucher. avoir la question autochtone. Ils veulent pas Exactement. y toucher. Ils toucheront jamais à la Constitution. Le Canada est dans un genre de clé de bras, là, présentement, constitutionnellement parlant. Pour le fédéral, en bon québécois, c'est un bâton de marde. Fait que pour ça qu'ils ne touchent pas à ça. Mais c'est dommage, parce que c'est pour ça que ça bloque. Puis d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis indépendantiste, parce que je vois clairement que justement, là-dessus, si c'est pas une possibilité d'ouvrir la Constitution de temps en temps, pas à longueur d'année, mais c'est ça, une fois de temps en temps, genre à chaque génération. Je sais pas, à chaque génération. Chaque génération. Vous aimez, je t'ai entendu, toi, puis d'autres, aimer Tocqueville, là, puis moi, je suis un fan de Tocqueville. J'ai lu tout ce que Tocqueville a fait. Puis la phrase que j'aime le plus de lui, c'est chaque génération est un peuple nouveau. On devrait être capable de réformer nos institutions quand notre génération vit dans des réalités différentes de celles de nos grands-parents. Là. Absolument. Puis là, c'est impossible. C'est impossible de rien faire parce qu'on vit dans ce carcan-là fédéral. Pour changer, mettons qu'on voudrait faire un référendum qui s'applique, là, si on voulait faire un référendum d'initiative populaire, par exemple, au Québec, on dirait, OK, nous, on va le faire. Ces référendums-là peuvent juste être indicatifs. Parce que, in fine, il faut toujours que le gouverneur général signe, puis tu peux pas l'obliger à le faire. Fait que ça va toujours devoir passer par le Parlement, qui va devoir adopter ce qui a été voté par référendum. Tout ça, c'est des limites au pouvoir qu'on pourrait avoir, nous, pour changer les choses. C'est ça. Mais par contre, je pense qu'une méfiance légitime là-dedans, puis ça vient un peu de ce que je vous jasais tantôt, c'est que la position de beaucoup de gens comme moi, c'est que, autant que je suis indépendantiste, moi, j'ai comme une step de plus. Il y en a qui vont pas jusque-là, puis c'est bien correct. Je respecte ça. Mais pour beaucoup d'entre eux, c'est que si... parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le fédéral, c'est un contre-pouvoir aussi. Autant que je comprends, sur bien des aspects, c'est top, on peut en parler longtemps aussi, puis croyez-moi, je suis plus de votre côté que d'autres choses, mais pour certains, la fameuse expression de ce qui fait beaucoup lever les poils de beaucoup de gens qui partagent mes idées, c'est imaginer si on aurait tous les pouvoirs au Québec. C'est surtout ça, tu sais. Puis je comprends ce que vous voulez dire quand vous voulez parler de ça. Je comprends que, sur l'aspect classique, il n'y a pas de mauvaise volonté, mais ça reste qu'on a comme des précédents, sachant qu'on a un peu une sorte d'historique de, justement, de se faire couillonner plus souvent qu'autrement. Puis plusieurs sont en mode, pas nécessairement qu'ils aiment le Canada, mais si il y a une possibilité qu'on quitte ou qu'on fasse certains changements via l'indépendance, puis que le nombre de contre-pouvoirs ou de liberté, parce que ça, c'est une autre affaire qu'on n'a pas nécessairement parlé, serait réduit, les gens préfèrent le statu quo. Parce que je trouve qu'on est dans le cœur. C'est vraiment c'est le bon sujet. On est tous d'accord sur ça. On est dedans. Là. Oui, on est dedans, c'est le fun. Tu as parlé tantôt d'introspection, puis juste pour faire un petit chemin, moi, je pense qu'on est dans cette démarche-là. C'est-à-dire que là, j'ai écouté beaucoup de ce que les gens ont dit, surtout à droite. On n'a pas de proposition concrète sur tous les enjeux de la Constitution, puis on n'ira pas là de toute façon. Non, puis c'est impossible de le faire, parce que, on veut pas, parce que, construire une Constitution all plain à côté avant le référendum, c'est impossible. Mais il y a des éléments qu'on pourrait intégrer. L'esprit de la Constitution, selon moi, c'est mon côté introspection. Donc, moi, je réalise qu'il faut faire ce travail-là. Fait que c'est pour ça qu'on est dans cette démarche-là en ce moment. Parfait. Ce que je trouve intéressant avec l'approche dont tu parlais, c'est que moi, je crois vraiment à la responsabilité individuelle puis à la responsabilité collective. Pour moi, c'est pas... faut toujours les raccrocher parce qu'on vit, on est des animaux sociaux. Là. On aurait beau faire... Tu peux pas être un humain tout seul dans ton bout. On vit en société. Mais je crois fondamentalement à la responsabilité individuelle. La question, c'est... Quand on me dit le Canada est un contre-pouvoir à ce que les Québécois peuvent faire, pour moi, je comprends, si t'es un Canadien, ça sonne pas de même. C'est une méchante insulte. Pour moi, ça sonne, j'ai besoin d'un étranger pour me dire qu'est-ce que j'ai le droit ou pas de faire. Je peux pas l'accepter comme argument. Je suis pas Canadien. Je comprends. Après, si t'es Canadien, je comprends que ça rentre dans ton Non, logique. c'est ça. Mais moi, je le suis pas. Fait que quand tu me dis ça, t'es en train de me dire laisse à quelqu'un d'autre le droit de décider de mon destin. Tu comprends? Ça, pour moi, c'est vraiment... c'est contre ma responsabilité personnelle. Genre, je devrais être libre de mon destin. Puis 2, c'est déléguer mon pouvoir à un étranger. C'est juste que... Ça peut pas être... Je comprends. Puis moi, c'est pas un argument, ça. Je comprends. Mais encore là, mets-toi à notre place. Puis... Sachant, comme je t'ai dit, que beaucoup des gens qui partagent mes idées, le seul pseudo-gouvernement qui ont vu tout palier politique confondu, qui représentait réellement leurs idées, c'était le gouvernement de Stephen Harper. Dis-toi que, puis sachant que l'État, comme je le dis, et ça, tout gouvernement confondu, libéral, péquiste, caquiste, a toujours eu l'éternel réflexe au niveau de l'étatisme, de toujours l'augmenter, toujours réglementer tout ça. Le seul qui a pseudo-freiné ça à un moment donné, historiquement parlant, je parle pas des années Trudeau ici, c'était encore pire, c'était en partie les conservateurs fédéraux.
Fait que pour les gens qui croient ça un peu de ma gang, je les comprends. Puis c'est en partie vrai. Puis surtout, en même temps, c'est aussi... On le voit, les réflexes des Québécois. T'sais. L'autre exemple que j'avais oublié, que je viens de me rappeler par rapport à ce qu'on s'est fait couillonner, c'était Régis Labombe. Régis Labombe, avec le premier mandat, ça brassait fort. Là. Il a envoyé chier les médias, puis tout ça. Ouais. Mais il s'est très embourgeoisé. Puis dans le dernier mandat, c'était rendu quasiment Napoléon Régis. Puis il a envoyé chier tous les gens qui pensaient comme nous autres. Alors qu'il a commencé comme chroniqueur à Radio X, on tient à le répéter pour ceux qui ne le savent pas. Fait que disons que c'est ça. Mais sachant qu'on a comme, c'est ça, depuis justement, fin des années 90, Révolution tranquille. Puis mon but, c'est pas de dire que, tu sais, moi, selon moi, l'État a une place, parce que, tu sais, étant un libéral classique dans mon idéologie politique, selon moi, c'est la saine compétition qui est maîtresse de tout. Tu sais, c'est pour ça que moi, un monopole... Parce que présentement, on a en présence de 2 monopoles superposés. Déjà qu'un, c'est déjà ça n'a pas de bon sens, il y en a 2. Il y a le monopole d'État, puis le monopole syndical par-dessus. Fait que c'est très contradictoire. Puis moi, que ce soit privé, public, monopole, les monopoles, c'est jamais bon. Parce que justement, tu t'encroutes, tu te remets jamais en question, puis tu finis par te dire, c'est le même que ça se fait, ça a toujours été fait de même. Puis on se remet jamais en question. Tu sais, l'exemple que je donne tout le temps, c'est que McDo ne serait jamais devenu McDo sans Burger King puis Wendy's. Puis c'est la même affaire pour tout. Et c'est pour ça que, selon moi, autant qu'il y a certains aspects qui devraient être privatisés, mais d'autres aspects, selon moi, qui devraient être libéralisés dans la meilleure partie. C'est pour ça que le programme du PCQ, pour ce qui est de la santé, moi, je l'appuie à 100% parce que je pense qu'on est rendu là. On est plus dans le dogmatisme à vouloir sauver un système d'appareils publics monopolistique au lieu de soigner des gens le plus rapidement possible. Et c'est ça aussi l'affaire. Parce que parce que ça, c'est ce que j'entends beaucoup aussi de mon côté. Mais l'affaire du Canada, là. Ouais. Qui vient nous sauver. Tu trouves pas que non, mais j'ai pas dit ça quand même. Non, c'est pas ce que je dis même pas que tu défends cette position. Non, c'est ça. Mais moi, c'est comme ça que je le perçois. Il y a des gens qui disent, le Canada, le Québec, il essaie de me brimer mes droits, puis le Canada, il vient me sauver. Tu trouves pas que ça fait, je me repose sur quelqu'un d'autre, sur un agent étranger extérieur à moi, pour me sauver de moi-même, comme si les Québécois n'étaient pas assez bons, puis on avait besoin que le Canada nous protège de nous-mêmes, parce que les Québécois sont donc bien anti-liberté. C'est ça le discours. Quand tu vois, parce que c'est ça que je perçois moi. Je comprends, mais il y a toujours eu un éternel. Que les Québécois ils aiment la liberté assez. Je pense pas qu'ils aiment la liberté encore assez à mon goût. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ah, mais à ton goût, je comprends. Non, mais on est une société libre démocratique. Oui, absolument, je comprends. Il y a des places pires dans le monde. Comme disait Jacques Parizeau, le Québec, c'est pas le Canada, c'est pas le goulag, puis le Québec, c'est pas le goulag non plus. Par contre, j'ai l'impression que, puis regardez, tout. Puis c'est pour ça que, tu sais, quand Éric Duhem parle de briser l'unanimisme à l'Assemblée nationale, puis que Bob Côté, c'est de faire de son mieux possible pour dire qu'il n'y en a pas, là. Excuse-moi, mais c'est ça. Ça peut comme pousser après un mur, là. Je trouve que sur plein d'enjeux, justement, sur le modèle québécois, sur le monopole syndical, sur le monopole de santé publique, sur, justement, la manière comment l'économie est gérée avec les subventions, sur le modèle en général, c'est qu'on a toujours l'éternel réflexe de bloquer, réglementer, interdire. Tu sais, c'est toujours le bâton, c'est jamais la carotte. Jamais de mon... En tout cas, très rarement, j'ai vu un gouvernement péquiste, caquiste, libéral confondu de mes 31 années d'existence me dire « Hey, il y avait une telle loi qui était passée date, crème, on l'a enlevée. » Non, au contraire, souvent, soit on en rajoute ou on la modernise. Jamais on se pose la question que, ouais, finalement, tu sais, parce que, comme je dis, il y a comme j'ai dit tout à l'heure en début de podcast, il y a comme cette sorte de canonisation de l'établissement public qui fait que, la régie de telle affaire, ça a toujours été là, puis ça fonctionne toujours bien. Il n'y a jamais d'introspection qui se fait. Puis sachant que, justement, qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent pour l'État, que je les blâme pas, tu sais, les enseignants, les infirmières, puis tout ça, c'est des gens bien corrects, puis je les comprends, des bons salaires, des fonds de pension de prestations déterminés, qui voudraient pas de ça, bien évidemment. Mais en bout de ligne, c'est justement, on arrive au bout du rouleau, puis si on voyait clairement que de temps en temps, il y avait des gouvernements beaucoup plus décentralisateurs pour de vrai, là, pas juste on va faire ça, c'est pas juste genre nous autres on va faire mieux. Non, je veux pas que tu fasses mieux, je veux que tu fasses différent. Parce qu'à date, depuis Jean Charest, pour moi, oui, il y a des sujets que, oui, sur l'immigration, sur le multiculturalisme, la loi 21, puis tout ça. Oui, chicane, là. Mais sur le fondamental, sur le modèle québécois, c'est un unanimisme profond, de QS jusqu'à la CAQ, au grand complet. Le système des c'est juste le niveau d'intervention qui varie. QS, ça serait all the way, c'est all public, tout est gratis, légaux, on finançonne l'État à côté. La CAQ, qui est dit de droite, mais que François Legault a dit lui-même qui était de la CAQ, c'est de la gauche efficace. Je le cite ici.
c'est un parti qui se dit de droite. Je dirais peut-être qu'il est plus au niveau identitaire avec Jolin Barrette, puis c'est la loi 21, la loi 96. Mais économiquement, c'est encore un parti qui a nié ses promesses, qui est encore qui est aussi étatiste que les autres, les libéraux également aussi. Puis c'est spécial parce qu'on voit le programme, mettons, du PCQ aujourd'hui, qui est démonisé et qui est dit par certains quasiment d'extrême droite. Je sais que c'est pas votre discours, mais certains ont osé. Certains ça m'a même jamais traversé l'esprit. Mais certains osent le dire, puis ils disent quasiment que c'est un... Ça aussi, c'est une autre affaire, là. Libertarien. C'est pas négatif, libertarien? Ben, c'est pas que c'est pas négatif, c'est que, tu sais, faut-tu tellement être à gauche pour penser que le PCQ est libertarien? Il y a des gens qui adorent la liberté, puis qui, comme je dis, qui rêvent d'un genre de Javier Milei à Fuera, pas tant de choses. Mais selon moi... Je pensais qu'Éric Duhem était là-dedans. Là. Il se dit oui, mais je pense qu'il y a l'homme, puis il y a l'homme, puis il y a le programme. Parce que tout le monde doit l'être. Sérieusement, si tu compares le programme économique ou en général du Parti conservateur du Québec aujourd'hui en 2025, puis celui, par exemple, de Jean Charest qui promettait en 2003, avant qu'il se fasse réélire, le PCQ est beaucoup plus soft, là. Tu sais, puis on le démonise comme étant quasiment l'arrivée des hordes barbares de droite trumpienne, MAGA, libertarienne au Québec. Au contraire, puis justement, si la CAQ aurait fait sa job, si Jean Charest aurait fait sa job en 2003, le PCQ n'existerait pas aujourd'hui. Tu sais, à force de pas faire ça, il y a une dette politique qui s'accumule, tu sais. Puis il y a des idées qui se font, puis c'est pas surprenant de voir autant de gens qui partagent autant d'idées parce qu'ils voient qu'il y a de nombreux Québécois qui adorent la liberté, qui en voudraient davantage, selon moi. Mais ce que j'entends beaucoup de mon côté... Puis ça, c'est une critique envoyée au mouvement indépendantiste, peut-être pas à l'entièreté, mais à beaucoup d'entre eux. J'ai l'impression que vous voulez un Québec libre, mais vous voulez pas des Québécois libres. Ah, nous, on veut des Québécois libres à côté. OK. On veut des contre-pouvoirs. Moi, tout ce que tu as dit là, par rapport... Bon, la bureaucratie, il y a des choses avec lesquelles on est d'accord, je l'ai dit, mais par rapport aux contre-pouvoirs, je l'ai dit... Moi, je suis à fond là-dedans. Là. Je veux plus de référendums d'initiatives populaires. En fait, j'en veux tout court. Je veux des processus de révocation des élus. Je veux un Sénat. Ça, c'est tel que tel. Ça fait partie de ça. Mais réellement, dans les libertés individuelles, OK, parfait, tu veux des Québécois libres. Est-ce que tu veux que les Québécois choisissent dans quelle institution ils envoient leurs enfants, incluant les cégeps anglophones? Non. Est-ce que tu veux que les Québécois, par exemple, écoutent la culture qu'ils veulent, qu'elle soit québécoise, américaine, internationale? Ben là, ça, oui. Ben oui. Oui, mais tu voudrais avoir davantage d'accent sur la culture plus québécoise, j'ai l'impression. Du moins limité. Qu'est-ce que ça veut dire, plus d'accent? Ben, souvent, parce que, tu sais, même chose aussi, on le voit présentement. Parce que d'envoyer les enfants à l'école anglophone, ça, je pense pas. Je pense que c'est un consensus québécois, là. On n'est pas d'accord avec ça. Mais par rapport à la culture, moi, je consomme de la culture américaine. J'écoute de la musique américaine. J'écoute des films américains. J'ai rien contre ça, puis je pense que c'est une bonne chose. Je parle 4 langues, puis je passe mon temps à écouter de la musique dans ces 4 langues-là. Bon, parfait. Est-ce que, au niveau... Ça, c'est vrai pour le PQ aussi. C'est surtout vrai pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Ben, comme par exemple, tu sais, parce que on le voit au niveau, par exemple, parce que je parle plus du programme du PQ ici, principalement, de vouloir faire la guerre à l'école privée, par exemple. Tu sais, parce que le système d'école semi-privée ou d'école privée, ce serait comme genre, soit tu payes l'entièreté de l'indépendance, c'est parce que... Moi, oui, je comprends. Je comprends que c'est dans les détails, mais ça reste que beaucoup de gens... c'est de la politique publique, ça, c'est la démocratie qui tranche. T'sais, nous autres, moi, mon point, c'est... Parce que j'essaie de ramener sur les libertés, puis ton combat... Puis je comprends, là, vous ramenez ça sur un combat à l'intérieur du Québec, tu sais. Moi, ma priorité, c'est de me débarrasser du gouvernement fédéral. Chaque année, le gouvernement fédéral m'endette de 15 milliards. Ça, c'est plus que ce qu'il donne en péréquation au Québec, d'ailleurs. Même si tu rajoutes la péréquation là-dedans, il nous endette plus qu'il nous en donne de toute façon. 10 fois plus que ce que le Québec m'endette. Ça, je vais laisser ça à mon gars. Moi, ça me perturbe. Tu sais, c'est ça la priorité pour moi. Pour moi, ça, c'est plus grave. Tous les autres combats, ils se mènent après. Là, la question des contre-pouvoirs de base, moi, je suis super ouvert. Vous avez raison. Il y a des affaires qu'il faut qu'on mette de l'avant. Moi, ce que je me demande, c'est on va sur quoi? Tu sais, moi, je l'ai lu. Je vous invite à la maison. Là, je ne pourrais pas le lire au complet. Mais à lire l'avant-projet de loi du référendum de 95. Là-dedans, le gouvernement, il n'a pas fait une constitution québécoise, mais il a quand même mis certaines choses. Il y a la Charte des droits et libertés du Québec qui va être dans le Québec indépendant. C'est quand même une charte solide. Il y a plusieurs éléments qui vont garantir nos libertés qui ont été mis en 95 puis qui vont définitivement être remises en 2027-28. Je ne sais pas c'est quand que ça va se passer. Là. Si le PQ passe. Si le PQ passe. On verra. Mais la politique est une éternité, puis comme tu disais... Puis pour vrai, c'est pour ça que j'adore le Québec. Hein, parce que personnellement, je tiens à le préciser, je m'implique aucunement au fédéral.
personnellement, ça m'intéresse pas. Je m'informe, puis tout ça, puis j'ai des contacts au PCC, puis tout ça. J'ai toujours trouvé ça tellement fade, là, c'est l'éternel balancier, ça. Mais, comme dit justement Jeff Fillion, les Québécois sont dangereux quand ils bulletin de vote. Puis c'est dans les deux sens du terme, dans le sens qu'ils peuvent tout le temps, ils peuvent soit nous surprendre de manière très positive ou de manière très négative, dans le sens que, tu sais, la vague orange, on l'aurait pas prévu, tu sais. Fait que des fois, c'est ça qui est fun avec le Québec, personnellement. En tout cas, moi, ce que j'aime, parce que, tu sais, on le voit aux États-Unis, durant les présidentielles, à part les quelques swing states, tous les États, on sait déjà pour qui il va voter. À part le Québec, on a notre genre, on a le West Island, qui est comme notre équivalent américain qui vote la même affaire depuis 150 ans, que j'aimerais qu'à un moment donné, j'aimerais ça le voir, le West Island cassé, puis qu'on change que les libéraux arrêtent d'avoir 20 quelques députés automatiques à toutes les maudites fois, alors qu'ils sont plus libéraux pantoute. Ça aussi, ça s'est réglé. C'est fini, là, la peur. Ouais, ils vont tous partir au pire. Non, mais... Ils vont pouvoir voter plus à droite, plus conservateur. Non, c'est ça. Ouais, honnêtement, la moitié de ma famille est anglophone. Là. OK. Puis il y en a aucun qui s'en irait. En tout cas, je dis pas que ça arriverait pas. Non, mais il y en a aucun qui partirait. Moi, j'aimerais ça qu'il reste. Même René Lévesque, à l'époque, il voulait absolument garder les droits des communautés anglophones. Je pense que c'est un peu ça. Absolument. Mais c'est ça. Mais pour venir à ton point, écoute, je comprends. Puis je comprends pour toi, c'est ta priorité, c'est de sortir du Canada le plus possible. Et pour des gens qui partagent mes idées comme moi, leur priorité, c'est la liberté individuelle, puis c'est rendre les Québécois plus libres. Puis moi, je le vois dans une perspective d'indépendance, dans l'éventualité que c'est une opportunité pour rendre les Québécois plus libres. Par contre, après tout ce que je vous ai dit, des gens qui nous ont trahis à plusieurs reprises, qui ont eu nos idées, puis qui ont fait un virevent après la dernière seconde, disons que on verra après, soyez pas surpris si le monde embarque moins. Puis je comprends qu'il y a une part d'inconnu, puis je comprends qu'il faut être de bonne foi, qu'il faut faire confiance en bout de ligne. Mais c'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'en garantissant certains trucs ou en étant très... Parce que, tu sais, autant que je comprends que personne ne va mourir à la fin, là, tu sais, c'est pas une question de ça, mais quand on voit les révolutions dans le monde ou quoi que ce soit, on prend la révolution iranienne, par exemple, tu sais, puis je comprends que c'est pas ce que vous voulez faire, là, on va faire une révolution. On est tranquille au Québec, on veut pas qu'il y ait personne de dessus, quoi que ce soit, mais tu sais, il y a eu plusieurs révolutions qui sont faites avec des groupes souvent très opposés idéologiquement. Puis très souvent, après que ces révolutions-là aient fonctionné, c'est souvent les groupes minoritaires qui se finissaient par se faire couper la tête par la majorité, comprends-tu, qui ont comme les gars, tu comprends-tu? Puis mon but, comme je vous dis, je pense pas que vous allez pouvoir faire ça pour de vrai. C'est ça, on a peur de se faire couillonner une quatrième fois, puis beaucoup de gens ont cette vision-là que... C'est déjà, comme je dis, avec les réflexes de l'État québécois actuel, puis même ils sont pas nécessairement fédéralistes dans le sens qu'ils trippent sur le Canada, ils haïssent Trudeau. La majorité du monde dans mes idées, ils l'aiment pas Trudeau, puis ils l'aiment pas Mark Carney. Ils ont pas voté pour lui pantoute. Mais ils se disent que si le Québec devient indépendant avec les mêmes réflexes puis le même modus operandi, toujours à intervenir puis à vouloir réduire les libertés de choix des gens, les libertés individuelles sous le grand joug de la sécurité. Ben pour bien des gens, c'est comme si tout d'un coup, on devient prisonnier avec notre propre tortionnaire, comprends-tu? T'sais? Puis je comprends que tu as une vision complètement différente. Mais c'est de même que beaucoup des gens qui partagent devenant de ma famille politique pensent. Puis c'est pas des gens qui haïssent le Québec, c'est des gens qui sont très fiers d'être Québécois, qui voient notre potentiel puis qui travaillent fort. Mais ils voient les tangentes des gouvernements précédents, toutes couleurs confondues, puis les nombres de fois qu'on les a trahis. Puis c'est un peu comme un chien battu. À force de se faire battre, à un moment donné, tu peux pas le flatter, il va te mordre tout de suite. Puis c'est ça. On est peut-être mal engueulé, mais il y a une raison pour ça. T'sais. Moi, je suis encore très optimiste pour l'avenir, mais j'en connais du monde qui sont beaucoup plus pessimistes que moi. T'sais. Puis je les blâme quasiment pas parce que c'est ça. On les a menti à plusieurs reprises. Ben, c'est pour ça. 100%. Puis moi, je pense qu'on trouve quand même quelque chose comme un terrain d'entente là-dedans. Je reste convaincu que les conservateurs fiscaux, là, au seul plan fiscal, si vous avez un choix à faire, aller du côté de l'indépendance, c'est là que l'argent est à sauver, là, à 100%. Parce que il y a quand même eu beaucoup d'années Harper dans ce que je t'ai donné depuis 2005. Puis malgré tout, le Québec est quand même beaucoup plus performant en termes d'avoir des budgets équilibrés avec malgré ce qu'on a présentement. Avec tout. Ouais, après, on est d'accord, ça va pas bien. Là, mais avec tout, en plus, tout ce qui est le plus cher, c'est-à-dire la santé, c'est ce qui a le plus augmenté en coût, on a quand même mieux performé que le Canada à ce niveau-là. Fait que moi, je pense que, bon, de ce côté-là, c'est réglé pour moi. Au niveau des libertés, c'est super intéressant, puis je pense que ça va faire du bien si on continue à avoir ces discussions-là avec des gens qui défendent ça. Puis je vois pas pourquoi le camp du souverainiste, sans rentrer, parce que, bon, nous, notre ligne, c'est de jamais... on n'est pas là pour donner des nananes, c'est pas ça le point. On veut pas acheter des votes. Ce qu'on veut, c'est entendre ce que vous avez à proposer, pour voir, OK, comment est-ce qu'on peut faire un camp plus large? Puis c'est là que je te lance, puis c'est la dernière question que je pose. C'est pourquoi est-ce que, à place de jouer la carte de...
il l'a dit là, cette semaine, je n'embarquerai jamais dans l'autobus du référendum Ça, c'est et du Éric oui, ça c'est Éric Duhem. Pourquoi il y a soit pas un mouvement de droite indépendantiste qui émerge, parce que moi je crois vraiment qu'il y a de la place pour Droite ça. économique, parce que je sais que droite Mais identitaire, je pense que c'est déjà quand même relativement fait. On est d'accord, puis il est plutôt au Parti québécois. C'est ça. Mais quelqu'un comme Mario Dumont avait réussi à créer cette synthèse-là d'avoir la droite identitaire ou nationaliste plutôt. Là, Même le PQ, avec des gens comme Jacques Brassard puis Lucien Bouchard. Puis ça, ouais. Donc, cette coalition peut soit s'élargir au sein du Parti québécois. Ça, c'est une thèse. La deuxième thèse, c'est pourquoi il n'y a pas un mouvement de droite qui émerge pour remplacer quelqu'un comme Éric Duhem qui refuse de répondre à la question d'ailleurs. Parce qu'il nous dit jamais qu'il va voter non. Il nous dit... Je vais juste jamais rien faire pour que ça arrive. Mais le jour du vote, il va bien falloir qu'il coche oui ou non. Hein? Ouais. Mais il a dit qu'il allait voter non parce qu'on allait perdre. Ah oui, c'est vrai. Il a dit je vais voter non parce qu'on va perdre. Fait que là, il est autoréalisateur. C'est ça. Moi, dans les là, je vais pas te mettre en porte-à-faux avec ton chef sur mon c'est correct. Puis regarde, je pense que Éric est responsable de son électorat qu'il a. Tu sais, les nombreux sondages avaient fait par partis politiques les intérêts oui puis non pour l'indépendance de quelques années. Puis je me rappelle qu'au PCQ, c'était moins de 10% qui était en faveur. Tu sais, puis je faisais partie de ce 10%-là. Tu sais. Fait que, tu sais, le PCQ, c'est majoritairement, oui, des gens qui s'étaient jamais intéressés nécessairement à la politique, mais qui sont embarqués. De nombreux anciens NADQistes, beaucoup de caquistes déçus, beaucoup de libéraux économiques qui étaient anciennement au PLQ qui ont quitté parce que c'est rendu très, très woke. Là. C'est un peu comme la joke qu'on dit souvent de notre côté, c'est que le Parti libéral du Québec, c'est comme Québec solidaire, mais au lieu d'aller au Village des Valeurs, il s'habille chez Moores. C'est un peu ça. Là. Fait que c'est pour ça que c'est un agglomérat de beaucoup de gens. Beaucoup sont fédéralistes, mais je pense que beaucoup également, comme je te dis, c'est pas qu'ils sont nécessairement contre l'indépendance, c'est que justement, ils ont été beaucoup trahis à l'origine. Puis je pense qu'il faut leur faire la preuve qu'il y a une réelle volonté d'écoute puis une réelle volonté de faire les choses pas à mieux, non, différemment. Parce qu'on voit l'État, puis ça a commencé... Parce que c'est ça, tout part, c'est un peu spécial, mais tout part de Jeff Fillion. Parce que les premiers députés conservateurs ont été élus en 2006 au fédéral, mais ça reste que s'il n'y avait pas une radio parlée depuis genre 10-15 ans qui parlait dans cette... Puis c'est spécial, parce que quand on y pense, tu sais, la majorité des nouveaux gouvernements commence par la région de Québec. T'sais. Ça a toujours été la région de Québec qui faisait la flaque, puis le reste du Québec suivait. Moi, je pense que c'est une bonne introspection à faire parce que, tu sais, pourquoi c'est pas genre Lanaudière ou c'est Montréal ou c'est Sherbrooke. La fabuleuse Mauricie. C'est ça. Tu sais, ce que fait le fameux mystère Québec, là, je pense que ça prouve que, justement, ça se peut peut-être que nos idées sont plus logiques que d'autres choses ou peut-être plus différentes ou justement qu'on les a peut-être réellement jamais faites, qui seraient peut-être dû d'être faites pour une fois de temps en temps. Fait que ça montre, je pense, une certaine logique là-dessus. Puis, écoute, pour ta question, je pense que tu disais, c'est ça, le moyen d'un mouvement plus de jeunesse de droite, plus économique. Je pense que... Est-ce qu'il y en a... Pourquoi la droite en ce moment est fédéraliste? Pourquoi, tu sais... Puis moi, je pense qu'il y a de la place pour un mouvement de droite indépendantiste. J'en ai plein d'exemples. Je pourrais en parler après, mais je vois plein d'exemples et de gens qui ont de l'appétit pour ça. Puis pendant que je vois ça, encore une fois, c'est pas pour cliver avec Éric Duhem, c'est juste que mon analyse politique, c'est que pendant que je vois ça, il y a le chef du PCQ qui vient et qui dit jamais je vais le faire. Là, tu dis c'est déconnecté ou. Non, je pense qu'Éric est responsable de son électorat. Personnellement, autant que tu sais, sur est-ce que je suis confiant du prochain référendum si PSPP rentre? Je ne le suis pas certain. Garde, autant que je souhaite sa victoire, puis je serais con de voter non, bien évidemment. Par contre, par souci de. Encore, ça va dépendre. Il reste un an, le PQ va peut-être le fameux livre bleu, puis ça se peut qu'il y ait des candidatures, plus de mes idées à moi, fait qu'on verra. Mais dans l'éventualité que ça reste relativement similaire à ce qu'on a présentement en date d'aujourd'hui, je vais voter oui, mais je pense que par respect de moi-même, je pense que je militerai ni dans le camp du oui, ni dans le camp du non. Je vais comme rester de mon côté. Je vais voter oui, mais... J'aurais aimé te voir dans l'autobus du oui. C'est ça. Je vais l'être dans le principe que je vais, rendu à l'urne, je vais faire le choix qui s'impose. Mais, dans les porte-paroles du oui, j'aimerais ça avoir des gens de droite économique comme j'aime avoir des gens de gauche. Pour répondre à ta question, je pense que vraiment la balle est dans votre camp là-dessus. Parce que c'est pas pour se cacher que même jusqu'à les origines du mouvement indépendantiste, ça a quand même été relativement... Puis je comprends que c'était une autre époque à l'époque, les époques changent. Ça a toujours été généralement plus
d'une certaine gauche. Je parle pas de gauche extrême ici. Social-démocrate, il a RIN avec Pierre Bourgault dans le temps. Puis René Lévesque, au début, c'est un centriste, mais quand même. Il y avait le ralliement national de droite. Ouais, puis il y avait aussi, en tout cas, on pourrait pousser loin, là, il y avait l'Alliance Laurentienne aussi, mais ça, c'est plus genre catho, conservateurs sociaux. Là. Personnellement, ça me touche pas tant que ça. Mais depuis, mettons, Bernard Landry, jusqu'à aujourd'hui, le mouvement indépendantiste, le Parti québécois qui est son porte-étendard, a toujours été collé avec la social-démocratie et l'interventionnisme québécois, avec ce que je vous ai jasé là. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, parce que là, je comprends Mathieu Bock-Côté de vouloir dire que non, séparer le programme du PQ et le projet d'indépendance, ouais, mais ça fait genre 25 ans que vous l'avez mélangé ensemble. C'est dur de vouloir le décoller, là, puis je comprends, si vous voulez le faire, faites-le, mais c'est juste que beaucoup de gens, dans leur mental politique, ne peuvent pas dissocier l'un et l'autre. Et c'est pour ça que pour beaucoup de gens, de mes idées, l'indépendance est un projet de gauchiste. Puis même si c'est pas vrai, même si c'est de plus en plus des gens se ressentent et sont ouverts aux idées, mais historiquement parlant, ça a comme toujours été scotché là-dessus. Fait que je pense qu'en amenant justement de réels politiques et de réels candidats et de réels politiciens qui ont réellement nos idées, puis de manière claire, pleine et précise, justement, vouloir vraiment recentrer pour de vrai le plus possible. Parce que c'est drôle, parce que Yann en parlait, je pense que c'est la semaine passée, puis il avait dit quelque chose du genre que parce que beaucoup pensent aussi, en tout cas, c'est assez divisé, mais beaucoup pensent que le Parti québécois est brûlé, en étant comme un porte-étendard pour l'indépendance, là, via justement son historique plus interventionniste, plus de gauche, pour du moins l'électorat que je représente, là, dans le sens que ça prendrait un nouveau en gros, Yann, ce qu'il disait, c'est que s'il y avait un genre de parti, mettons comme un genre de bloc-pot, le bloc-pot, c'est comme un parti d'une seule idée. S'il y avait un parti qu'il n'y aurait aucun programme, zéro pin bar, rien sur l'environnement, c'est juste on fait l'indépendance, Yann avait dit, moi, je vote oui. Ah ouais? Ouais. Ben pour vrai, c'était plus en joke que lui, il est certain que ça va perdre, fait que lui, dans sa tête, il veut plus. Il voterait oui dans le sens qu'il est certain qu'il va être perdant pour qu'on puisse mettre ça de côté et passer par parler de vrais sujets, c'est ça, tu sais. Fait que c'est plus de mauvaise foi. Ouais, mais en même temps, je comprends un peu son raisonnement derrière, que c'est vrai que autant qu'on peut vouloir dire de bonne foi de vouloir séparer les deux programmes, mais ça reste que le parti a un profond historique aussi, tu sais. Il y a eu l'époque Marois, puis ça vient d'entrer avant. Puis autant que oui, plusieurs me disent, ben oui, mais tu sais, sous Lucien Bouchard, il y a eu des coupeurs dans l'État, tu sais, puis oui, puis René Lévesque des années 80, tu sais, il a travaillé là-dessus, tu sais, ouais, René Lévesque, ça reste René Lévesque, puis Lucien Bouchard, excusez-moi, mais on a vu le traitement que le camp indépendantiste lui ont fait cette semaine. Personne n'a... Puis il y a encore aujourd'hui, il y a quasiment, en tout cas, je suis pas dans un secret interne, mais je pense qu'il y a une bonne partie du mouvement indépendantiste /péquiste qui considère soit ce gars-là comme un modèle, soit l'autre moitié le considère comme un traître à la nation, là. Personnellement, je trouve que c'est très hache à son égard, là. Selon moi, c'est ça. C'est un homme que je respecte énormément. En tout cas, un de mes modèles politiques, personnellement, c'est beaucoup lui, là. Mais il y a le programme, puis on va terminer bientôt. Je ne veux pas prendre trop de ton temps, mais tu m'avais dit que tu avais beaucoup de temps, donc je me suis permis d'élargir. Je pense qu'on a vraiment une très bonne discussion. Super intéressante, Joey, tout ce que tu apportes honnêtement, là, puis ça fait vraiment une belle conversation. Mais tout ça pour dire... Mais il y a le programme de gouvernement, mais il y a le programme d'indépendance. Puis là, on voit que c'est ça la question de l'urne qui va s'en venir en 2026, tu sais. L'élection va porter à savoir, voulez-vous un référendum ou non? C'est ça. Puis parce que le Parti québécois est en tête très largement dans les sondages. Il n'y a pas d'adversaire qui s'impose de manière quasi officielle. Tant qu'ils ne s'effondrent pas, ça va être la question là dans tous les cas. Ouais. C'est ça. Toi, est-ce que tu aimerais voir le PCQ dans le camp du oui? Parce que le Parti québécois, comme tu l'as dit, il y a le programme de gouvernement. On peut être d'accord ou non, on peut le partager ou non, mais ça n'a rien à voir avec le projet d'indépendance. Là. C'est de la gouvernance. Il va falloir que tu le dises souvent parce que beaucoup de gens encore le considèrent. Ben, je vais le dire autant souvent que ça va être nécessaire. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de faire un Québec libre avec des Québécois plus libres. On apprend, puis on est très ouvert à vos idées, puis on en partage, puis nous, ce qu'on veut, là, c'est de faire un pays qui va plaire à la majorité. Ça ne pourra pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr, on en est conscient. Mais on va tendre l'oreille, puis je veux pas que ça soit juste le PQ qui fasse l'indépendance. Je veux que ça soit vraiment ouvert avec des gens de droite comme vous. Est-ce que tu penses que le PCQ voudrait accepter cette main-là tendue? Est-ce que des gens au PCQ seraient prêts à accepter? Je dirais potentiellement oui, mais est-ce que l'entièreté ou quoi que ce soit, moi, je crois que... Parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit que la seule raison pourquoi je ne suis pas au PCQ, c'est qu'il n'est pas en faveur de l'indépendance. Je l'ai déjà entendu à plusieurs reprises me dire ça. Mais en même temps, c'est comme ce que l'économiste américain Thomas Sowell dirait, « There are no solutions, there are only trade-offs ». Il n'y a pas de solution, il y a que des compromis dans le principe que si tu pars indépendantiste, le PCQ part indépendantiste du jour au lendemain,
oui, tu gagnes un électorat, mais tu en perds un autre aussi. Oh, ouais. Puis encore là, je ne sais pas les ratios. Est-ce que ça va être plus indépendant? Est-ce qu'on tombe de... Ben là, on est rendu à 10 selon les derniers sondages. On tombe à 10, à 15 si on fait un genre de plus 5, moins 5, ou ça va être plus, il va y avoir plus de gens qui vont partir que ceux qui vont se rajouter par la suite. Fait que c'est un gros gamble. Moi, je pense c'est une question de conviction, là. C'est pas une question de calcul politique. Tu sais, le PQ, s'il a remis de l'avant... Ça aussi, ça fait partie de l'introspection. Tu as dit que le PQ ne fait pas d'introspection. Moi, j'étais là quand on a refondé le PQ en 2019. Mm-hmm. On était rayés, on est disparu. Puis on a décidé, hey, on va retourner sur les principes, puis on va être conforme à nos valeurs, puis juste défendre nos valeurs fondamentales. Puis la valeur fondamentale, c'est l'indépendance. L'article 1, ben oui. C'est comme ça qu'on a réussi à recréer une coalition. Fait que, tu sais, est-ce que le PCQ, il faut qu'il devienne indépendantiste ou pas? Je veux dire, moi, ça dépend pas de moi, mais... Non, c'est ça. Puis si vous êtes pour la liberté, puis pour moins de dépenses publiques, éliminer le fédéral, ça reste puis quand pour même vrai, une option je valable. pense que... On le saura jamais, mais pour vrai, je pense réellement que les gens de mon idéologie politique seraient plus ouverts à embarquer dans l'autobus du oui s'il y aurait eu des gouvernements péquistes, mais d'idéologies variées, dans le sens que oui, il y aurait eu des social-démocrates un bout de temps, un autre moment, il y aurait eu plus des conservateurs fiscaux. Mais là, à cette heure, on dirait que c'est tout le temps la même rengaine, puis je parle même pas du Bloc, là. Tu sais, comme je vous l'ai déjà dit au début de l'entrevue, j'ai déjà voté Bloc par le passé, mais je vous confirme que tant qu'aussi longtemps qu'il est François Blanchet, chef du Bloc québécois, vous ne me verrez pas voter pour le Bloc, là. Tu sais, puis il y a beaucoup de gens sachant que le Bloc, peut-être moins le PQ provincial, je reconnais un certain recentrage, mais sachant que le Bloc a comme un peu adopté la méthode de gouvernance multiculturo-canadienne, écologiste, pas tant de trucs, tu sais, et beaucoup, puis sachant que c'est ça, bien évidemment, c'est souvent le même électorat, les mêmes militants, puis c'est ça, c'est comme deux cousins, finalement, les deux grands frères, un petit frère, bien beaucoup de gens également voient ça comme un genre de... C'est ça, tu sais, ils ne trossent pas le Bloc, puis ils ne trossent pas le PQ non plus par différence, mais si le PQ pouvait comme plus se recentrer ou aurait davantage un historique de varier un peu au niveau du centré, serait peut-être plus ouvert. Mais non, c'est ça, on verra, mais garde. Comme on dit, l'avenir est incertain. Puis comme je vous dis, c'est ça, les Québécois ils peuvent nous surprendre à plusieurs reprises. Fait qu'on verra. Mais je pense que c'est ça. Le but, c'est pas... Si vous voulez nous séduire pour de vrai, là, faites-le de bonne foi, faites-le pour vrai. Faites-le pas juste pour on va avoir notre 50 plus 1 nécessairement. Puis je comprends que c'est l'objectif. Mais dans une réelle introspection de vraiment, vraiment changer. Parce que nous autres, ce qu'on voit, au-delà du fait qu'on... Je vais vraiment terminer là-dessus. Au-delà du fait qu'on veut davantage de liberté, qu'on trouve que l'État est trop gros, que quoi que ce soit, on voit clairement, puis ça, c'est Éric Duhem qui l'avait prédit. En fait, Joanne Marcotte l'avait prédit dans son livre, dans son documentaire L'Illusion tranquille, ça va faire 20 ans l'an prochain. Puis Éric Duhem en avait parlé dans son premier livre, L'État contre les jeunes. C'est qu'on voit clairement que, premièrement, les générations futures sont de plus en plus pauvres par rapport à leurs parents. Je pense que c'est la première, Éric le répète souvent, puis c'est un état de fait. Puis le modèle québécois actuel, qui n'est pas un modèle, fait que, sachant qu'on est toujours en mode cumulatif continuellement, bien on parle souvent de la régie des rentes, mais ceux qui vont cotiser à la régie des rentes aujourd'hui, ou même ceux qui vont payer... Tu sais, en gros, le modèle a été fait pour la génération qui l'ont créé, donc les baby boomers qui en ont majoritairement profité, mais plus le modèle avance, puis moins qu'il y a de réformes, plus il s'en va dans le mur. Puis sachant que la pyramide démographique fait que on a une population de plus en plus vieillissante, la vieille génération qui a eu 7-8 enfants, aujourd'hui on est en bas du taux de recouvrement au niveau de la naissance, ça fait que dans peut-être 15-20 ans, les demandes en santé, quoi que ce soit, vont quintupler et le nombre de travailleurs sur le marché du travail pour soutenir ce poids étatique-là va devenir insuffisant, puis par définition, ça va approuver constamment les Québécois. Et je vois dans les gouvernements passés, incluant ceux du Parti québécois, l'éternelle tendance de toujours, au lieu de enfin, puis là je leur dis millième fois, mais de se remettre en question puis de vouloir se dégraisser un petit peu, de toujours aller en chercher un petit peu plus. Un autre taxe ici, une autre affaire là. Au lieu, même des gens super crédibles comme la chaire de fiscalité de l'Université de Sherbrooke prônaient ça. Là, ça prendrait une nouvelle taxe et boissons sucrées, là, parce que là, tu sais, les enfants, là... Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, à force de vouloir fouiller n'importe quelle poche partout, il y en a plus de cash, là, tu sais. Puis je pense que si on veut des futures générations prospères, dans potentiellement un futur pays du Québec prospère, je pense qu'au-delà qu'on soit de gauche, de droite, interventionniste ou pas, je pense qu'un réel ménage est fait parce que présentement, l'État québécois, c'est comme un gâteau de mariage, il y a ça de gâteau puis il y a ça de crémage. Puis c'est insoutenable pour les futures générations. Puis je veux pas, comme tu dis, tu veux pas nécessairement tu veux pas que tes futurs enfants soient endettés par le Canada comme c'est pas possible. Et moi, je veux pas non plus
un futur du Québec qui soit indépendant ou non, mais qui continue ce système-là qui, selon moi, est scrap et défaillant, puis qui doit être changé pour l'avenir de notre peuple de manière positive. C'est même que je vois ça. Oui, puis je suis d'accord. Comme qu'on l'a dit, nous, on est ouverts, on est de bonne foi, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le mouvement indépendantiste qui sont de bonne foi comme nous, puis qui veulent justement faire de la place aux gens de gauche, aux gens de centre, puis aux gens de droite, y compris la droite économique. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est ça. Je pense que ce processus-là, comme tu l'as dit, cette gouvernance-là, ça va être des débats qu'on va pouvoir avoir dans un Québec indépendant. Et surtout, on va avoir plus ces enjeux-là sur la table dans un Québec indépendant parce que la question de l'indépendance qui occupe l'espace puis l'opinion publique depuis des années au Québec, il y a eu une petite pause avec la CAQ, tout ça, mais là, ça revient. Puis là, ça va occuper la place. Là. On n'en parlera pas de la gauche puis de la droite économique, puis ça va mettre ça sur la glace. Malheureusement, parce que c'est ça. Mais dans un Québec indépendant, il n'y en aura plus de questions nationales. On va être un pays comme les autres, puis là, on va avoir des vrais débats de droite économique puis des vrais débats de gauche économique, puis il va y avoir une alternance puis un équilibre là-dessus. Ça aussi, je pense que c'est un bon argument. Je le souhaite, en tout cas. Je le souhaite. Puis moi aussi, je le souhaite. Même si je ne suis pas de droite économique à ton niveau, là, je le souhaite d'avoir un Québec qui va être plus de centre puis qui va parfois pencher vers la gauche puis parfois pencher vers la droite puis qu'on va avoir un Parlement qui va représenter toutes les tendances. Yes. Je te remercie beaucoup, Joey, d'être venu. On terminerait avec quelques étapes. Le fameux ça ou ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, ça me fait plaisir. Donc, c'est des questions à rafale que je te demande puis tu peux répondre. La question qui tue. Exactement. On va flasher les lumières. On est doux. Non, c'est bien correct. Lève tôt ou lève tard? Lève tôt. Éric Duhem ou Mario Dumont? Éric Duhem, clairement. Les colocs ou les cow-boys fringants? Cowboy fringant. CAQ ou PQ? Oh, là, c'est tough. Oh my God. Il y en a un qui t'a pas encore déçu. Là. Ouais, je le sais. Mais encore là, c'est ça. C'est que, pour vrai, c'est qu'autant il y a des trucs que j'apprécie des deux côtés, malgré ce que j'ai vécu au sein de la CAQ, pareil, autant il y a deux côtés que, c'est ça, je les considère très similaires à plusieurs reprises. Écoute. Bien, je vais être fin, je vais dire le PQ, mais je vous dirais que c'est de très. L'avance est très faible. C'est le 50%, justement. C'est un score référendaire. Jeff Fillion ou Dominique Moret? Je dirais plus Dominique Moret. Puis, regarde, j'écoute Jeff depuis de nombreuses années, puis je le respecte beaucoup. Mais Dom Moret, c'est vraiment un des premiers qui a vraiment fait sonner ma vision politique. Autant que j'ai certains. Puis, Dom Moret est ouvertement, il le dit à plusieurs reprises. Souvent, beaucoup de gens l'oublient, mais Dominique a déjà dit qu'il était un indépendantiste. Puis, en fait, que lui, pas nécessairement qu'il serait. Il voterait oui. Mais lui, c'est qu'il veut, justement, pas nécessairement de mauvaise foi, mais lui et tout, il voudrait qu'on passe à autre chose. C'est que justement, parce qu'il voit clairement qu'à toutes les fois qu'on ramène ça à tous les 20-30 ans, le Québec stagne. Et autant que la majorité de toutes les idées que je vous ai dit là, il les partage en grande majeure partie, il est pas nécessairement fermé aux idées indépendantistes. C'est d'ailleurs pourquoi Bob Côté va y parler à plusieurs reprises et tout ça. Fait que, non, puis c'est beaucoup le gars qui m'a beaucoup formé là-dessus, puis le fait qu'il m'a fait une tribune à plusieurs reprises aussi. Puis Jeff m'a également formé à plusieurs reprises aussi. Mais c'est ça, disons que celui que je jase plus souvent, puis que, du moins généralement parlant, puis que c'est davantage Moret que Jeff Fillion. Intéressant. Québec-pays avec un gouvernement de gauche ou Québec-province avec un gouvernement de droite? Oh, ça, c'est la grande question. Ben, ça dépend, parce que, tu sais, justement, ça va dépendre de ce qu'on va avoir dans le Québec-pays, si l'alternance, comme tu dis, va se faire et tout ça. Il va y avoir une alternance. C'est sûr que dans l'état actuel des choses, je préférerais davantage un gouvernement de droite dans une province du Québec, dans l'éventualité de faire un péri par la suite, parce que je pense qu'il faut commencer à faire le ménage avant de vouloir vraiment se lancer là-dedans. Mais non, c'est ça. Si ce que j'ai jasé est fait par la suite, un gouvernement de gauche en alternance dans un Québec indépendant va me gêner moins, mettons. C'est ça. Mais je comprends tout à fait. Alors, pour les gens qui veulent te suivre, comment qu'on fait pour t'écouter? Je sais que tu as une page Facebook également. Oui, c'est ça. Yann et Frank, bien évidemment, le podcast Yann et Frank. Je suis plus présent derrière le paywall. Vous me voyez un peu moins dans la partie gratuite, mais je suis quand même là aussi. Sinon, c'est ça, Joey Obey sur X, Joey Obey, page publique sur Facebook également. Sinon, vous pouvez m'entendre dans divers médias, que ce soit à Cube à l'occasion, bien évidemment à Radio X, Radio Pirate de temps à autre. Puis c'est ça, je refuse rarement les entrevues, comme la raison pourquoi également je suis ici aussi. Fait que vous pouvez me suivre un peu là-dedans, puis je partage beaucoup les trucs là-dedans. Fait que
Voilà. Et je salue d'ailleurs encore une fois ton courage d'être venu à notre micro. On l'apprécie énormément. Je me permets de remercier également encore une fois le Fonds indépendantiste du Québec. On les remercie de nous soutenir. Puis je veux vous remercier également l'équipe de Génération Oui et les gens qui nous soutiennent parce qu'on a récemment dépassé le cap des 3000 abonnés sur Instagram, 9000 abonnés sur Facebook et des 120 000 mentions j'aime sur TikTok. Donc merci, tout ça c'est grâce à vous, l'équipe de Génération Oui. Je vous remercie et surtout merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis le début. Vous faites la différence pour faire avancer nos idées. Si vous avez aimé notre conversation d'aujourd'hui, on en a plein comme ça sur notre chaîne YouTube. On va en avoir également dans les prochains mois. Je te remercie, Nando, une première fois à la co-animation. J'ai oublié de le mentionner au début. Si les gens veulent t'écouter, il y a Oui en direct qu'on fait sur notre chaîne. Donc, les gens peuvent nous suivre là également. Donc, voilà, abonnez-vous, aimez, partagez. On ouvre la discussion. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine fois. À la prochaine.